C'est parti pour le focus sur le thème que je pense vous avez tous déjà compris à maintenant, la manipulation. Alors, Massio, toi qui adores l'étymologie, est-ce que tu as envie de nous expliquer, même si on s'en fout, l'origine du mot manipulation que tu viens d'apprendre? Non, je pense que on peut pas s'en foutre parce que l'étymologie c'est la racine du mot et du coup c'est l'essence même du sens de celui-ci. Du coup, je pense que l'étymologie c'est fondamental et du coup pour la manipulation, c'est simple, ça vient du latin manipulus qui signifie poignée de main. Et du coup, c'est pour ça que généralement la manipulation dans certaines illustrations, c'est illustré à travers une main qui est au-dessus et qui tient des ficelles. Ouais, les marionnettes. C'est ça. Et en gros, ça désigne l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leur action ou leurs sentiments. Et on verra aussi que le côté sentiment, émotionnel, tout ça, c'est plus qu'utilisé dans la manipulation et la persuasion de manière générale. Ça, c'est très connu après. L'émotion est un facteur énorme d'attachement et de manipulation. Ça, c'est logique. Quand on utilise ses émotions, forcément, ça provoque tellement de choses, tellement de conditionnements, tu vois. C'est ça, mais... C'est le cerveau tellement le plus primaire du corps, l'émotion. Ouais, mais après, il y a des... Par exemple, si je prends un exemple simple, quand il y a une prise d'otage, il y a des négociateurs, avant, ils prenaient pas en compte le côté irrationnel de l'humain. En fait, ils appliquaient des techniques bêtes et méchantes un peu de techniques commerciales pour essayer d'avoir des pactes, des engagements pour avoir un oui. Alors que, en fait, par exemple, quand t'es dans une situation de prise d'otage ou quand, par exemple, l'agresseur, il a tué quelqu'un, émotionnellement, ça va être hyper bouleversé et il va être irrationnel. Ouais. Du coup, en fait, c'est pour ça que pendant plein d'années et tout, ils vont essayer, surtout avec l'aide du FBI, de faire entrer la psychologie comportementale pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, des agresseurs... Cognitive aussi. Ouais, c'est ça. Comportementale et cognitive, pour essayer de comprendre au mieux la psychologie de la personne qui est sous émotion. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a d'ailleurs la série Mindhunter que je recommande fort. Que j'ai jamais vu, qui a été recommandée par ma mère. Elle m'a dit que c'était top. C'est de la crimino et en fait, tu vois vraiment l'impact de la psychologie, comment c'était vu avant, comment le renouveau s'est fait. Qu'avant, c'était un peu pas pris au sérieux tout ça par les policiers. Ouais. Au final, c'est primordial, encore plus dans les prises d'otages ou pour les négociateurs du FBI, etc. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que, effectivement, aux États-Unis, c'est très pris en compte. En France, oui, hein. C'est aussi pour ça que en France, t'as très peu de masters qui se spécialisent dans la criminologie, notamment dans la négociation, tout ça. Parce qu'on a beaucoup. Pas de métier derrière. En France, ouais, t'as beaucoup au Canada, aux États-Unis, tout ça, mais en France, t'as vraiment pas grand-chose. T'as beaucoup de pénuries, c'est pas assez reconnu, alors qu'en fait, c'est juste primordial. Belgique aussi, d'ailleurs. Pour ceux qui veulent vraiment aller dans ce milieu, vous avez la Belgique apparemment qui mise de plus en plus sur l'intervention de psychologues dans les enquêtes policières. Donc, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Ok, bon pour l'étymologie, t'as fait le tour? Ouais, je pense, c'est même la définition. La manipulation. On est bien là. Alors, on va aussi parler d'influence. Faut savoir que influence et manipulation, c'est à peu près pareil. Si je devais donner une différence, peut-être la manipulation, donc ça vient d'une main, et du coup, ça fait intervenir forcément quelqu'un. Alors que l'influence, ça peut aussi être provoqué par des objets. Tu sais? Et pas par des mains. Genre juste des objets dans la rue, ils sont pas contrôlés par qui que ce soit. Ça va nous influencer, ça va nous biaiser. Donc je pense, c'est peut-être la seule distinction qu'on pourrait faire sur l'influence. Peut-être que je me trompe. Je connais pas l'étymologie de influence. Mais je pense que manipulation, c'est très personnifié par rapport à l'influence. C'est surtout, je pense qu'il y a une dualité, tu vois. C'est en fait l'influence qui va créer la manipulation. C'est comme par exemple, je vais prendre l'exemple des mentalistes. En fait, tu penses qu'ils devinent ce que t'es en train de penser, alors qu'en fait, ils t'ont influencé à penser ça. Tu vois. Et du coup, cette influence, va créer une manipulation. Donc en fait, tout est influence, mais toute influence n'est pas manipulation. Je pense, ouais. Ok. Alors du coup, c'est quoi une influence au final? C'est quoi ce qu'on appelle un levier d'influence? On peut expliquer ça comme une sorte de schème, une sorte de schéma d'actions qui sont spécifiques et qui sont en même temps automatiques. C'est-à-dire, je vois ça, je réagis automatiquement sans y réfléchir de cette façon. D'accord? C'est comme une sorte de conditionnement. Sauf que c'est un conditionnement qui est déjà ancré dans notre génétique. La plupart des manipulations qu'on subit ou des influences qu'on subit par des biais,
ils sont déjà inscrits en fait dans toute la génétique de l'homme. Et ces facteurs précis, ça va déclencher du coup des comportements précis, mais ils ont un sens. Est-ce que tu sais justement pourquoi ils sont là? Pourquoi on a ce déclenchement automatique? Pourquoi on se fait influencer? Pourquoi on se fait manipuler? Quel intérêt dans la survie ça a sur nous de se faire manipuler? Est-ce que tu sais? Bah, je pense que d'une part, comme on l'a vu, il y a le fait que l'esprit humain, il a besoin de faire des catégorisations Exactement. pour gagner du temps. C'est ça. Et en fait, c'est dû aussi à un manque de temps et aussi, il y a des sortes de réflexes archaïques par rapport à la survie. C'est ça. Mais ouais, c'est essentiellement, je pense, pour un gain de temps. Bah, c'est l'optimisation, en fait, l'optimisation des informations. Ça permet, en fait, de prendre des décisions extrêmement rapidement sans avoir à réfléchir. Et dans la majorité des cas, effectivement, ça marche. Mais dans une certaine proportion de cas, bah, tu te fais tromper par une autre personne, tu vois, qui essaye de t'influencer différemment. Par exemple, on peut donner un exemple tout bête. On peut être influencé par la couleur, de manière générale. Par exemple, le vert, ça peut nous signifier quelque chose de plus naturel. Et en soi, c'est pas bête, parce que la plupart de la nature, que ce soit les arbres ou que ce soit les plantes de manière générale, l'herbe, ça reste vert. Donc c'est normal que... Et la chlorophylle, surtout la chlorophylle, qui est un des colorants les plus présents au niveau des plantes, c'est normal que la couleur verte soit identifiée à la nature. Bah, d'ailleurs, c'est bien que tu parles des couleurs parce que je sais pas si tu avais suivi, mais je pense que c'était vers 2012-2013, il y avait des réformes par rapport aux écoles. Il y avait une loi qui stipulait que maintenant, quand tu étais professeur, tu devais corriger à l'encre verte et pas à l'encre rouge, parce que l'encre rouge serait anxiogène alors que l'encre verte serait plus rassurante. Ouais. Parce que tu vois, elle est plus dans le quotidien représentée comme quelque chose de autorisé. Que ce soit à travers les feux de signalisation, vert c'est on peut passer, rouge c'est l'interdiction, tu vois. Ouais, il me semble que le rouge c'est plus impulsif ou quelque chose comme... Dans la vente, en tout cas, le rouge, ça permet d'avoir des ventes plus impulsives. Bah ouais, parce qu'en fait, on est... Souvent, le rouge, c'est l'interdiction, tu vois, c'est... En fait, il faut être aux aguets. Danger. Voilà, ça, le danger. Et du coup, on doit réagir vite, rapidement. C'est ça. Par contre, alors, il me semble que les couleurs qui sont liées au danger, ça dépend de chaque espèce. Parce que on n'a pas tous les mêmes prédateurs, tu vois. Et du coup, il y a certains prédateurs, par exemple, je sais pas, le prédateur d'un lézard, c'est peut-être un oiseau qui est rouge. Ou un oiseau qui est vert. Et du coup, pour lui, le vert, bah, c'est la couleur, ça peut être la couleur du danger, tu vois. Quelque chose qui bouge et qui est vert, c'est le danger. Ou bien aussi, ça peut être une couleur qu'on n'a même pas conscience, nous. Tu vois. D'ailleurs, il n'y a aucun animal qui est vert. Putain, je viens d'avoir cette révélation. Il n'y a aucun animal qui est vert. Bah, enfin, les reptiles, ils sont pas après, vraiment si vert-vert. tu vas dans l'arborescence des animaux et tout, on a des vers, tu vois, mais après, ça va plus être... Genre des mammifères. Bon, bref, c'est un aparté. Ouais. Mais non, mais en gros, on va se focaliser plus, je pense, sur la psychologie humaine. Mais ouais, c'est aussi important de se rendre compte que la couleur s'adapte à notre entourage, à nos craintes, à nos prédateurs, etc. D'ailleurs, pour montrer que, comme ce que j'ai dit, un facteur d'influence, ça va automatiquement déclencher soit une réponse cognitive, soit un comportement précis. C'est un des trucs les plus banals qui existent aujourd'hui et qui est énormément utilisé par les grandes marques. Prix égale qualité. Je pense que tu le connais, tout le monde le connaît. Et même si moi je connais ce biais, j'arrive toujours pas à aller contre. Quand un prix est élevé, après c'est un petit peu logique parce que un prix peut aussi sous-valoir un coût de production. Mais quand un prix est élevé, je vais me dire, ouais, ça c'est forcément plus qualitatif. À partir d'un certain seuil, à partir d'un autre seuil, je vais me dire, non, franchement, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça, et c'est surtout, en fait, ça peut jouer contre nous de faire un prix bon marché. Parce que par exemple, on va se dire, ah, ça de base, il est par exemple à 40 balles, et là, en fait, cher. Il est à 10 balles ou à 20 balles. Du coup, tu vas avoir un réflexe qui va te dire, c'est un scam. Ouais. Du coup, c'est une arnaque. Scam égale arnaque. Je préfère le dire. Du coup, en fait, ça peut... Du coup, quand je pense on élabore un produit, c'est super important de faire... pourquoi pas une étude de marché sur quel prix vous serez prêt à mettre. Si tu veux partir déjà sur une clientèle haut de gamme, bah, t'es obligé de mettre cher. Tu peux pas faire un produit avec un excellent rapport qualité-prix, donc moyennement cher, et chercher une clientèle très haut de gamme et vouloir être, par exemple, le produit numéro 1 sur le marché. Malheureusement, c'est pas possible.
parce que dans leur réputation, bah ça marche pas, malheureusement. Regarde, on a l'exemple avec Samsung et Apple. Apple ont toujours été les plus chers du marché. Résultat, c'est vu comme le produit le plus premium qui existe actuellement. C'est pas une question de est-ce que c'est le meilleur produit. Bien sûr. Là, c'est une question de c'est le produit qui est vu comme étant le plus premium. Et Samsung, il l'a accompli. Il l'a compris. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Avant, Samsung était bien moins cher qu'Apple. Bah avant, ils avaient des flagships surtout. C'est Que ça. là, au final, ils en ont plus trop. Si, ils ont toujours. Hein. Ouais, ils ont, mais c'est moins. Ah, J'ai l'impression que leur stratégie marketing est plus sur. sur les gros téléphones. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors, J'ai l'impression qu'il y a moins des produits d'Apple, tu vois, hormis avec, pourtant, c'est avec les le plus vendus. Fold, mais. C'est les plus vendus. Les produits d'Apple sont les plus vendus. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, Samsung, même sur sa catégorie S, qui est la catégorie la plus haut de gamme, était bien moins cher qu'Apple. Et même si c'était 100 ou 200 euros de différence, bah, Apple restait quand même extrêmement dominant sur le marché. Et depuis qu'ils ont fait ce changement en augmentant leur prix, eh ben, ils ont explosé leurs ventes. Donc, c'est un des exemples qui me perturbe le plus. Et quand je fais des recherches de produits, c'est vrai que quand je vois un truc plus cher, ou quand je vois un truc qui est vraiment pas cher, je me dis non, c'est de la merde, c'est sûr. Alors que pas forcément, peut-être que je rate, je rate quelque chose, tu vois. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose ? Bah pour faire vite faire un parallèle avec ce qui se passe par rapport aux trends qu'on voit sur Insta, TikTok, etc., tu vois, surtout par rapport à la vague un peu entrepreneuriale, tout ça, en mode je vais vous faire un tuto pour vendre des formations high price ou high ticket, ou tu vois, je sais pas si t'as déjà entendu ce genre de Oui, de avec discours. les prix qui sont barrés. Ouais, avec les coachs en ligne et tout, en mode oui, en fait, vous devez vendre votre formation 300 balles minimum ou 1000 balles pour avoir que 3 clients par mois ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ils jouent du coup sur ce biais de cher égale qualité. Sauf que ils réduisent le prix quand même. Donc, parce que Bah, ils après- te montrent que le prix de base, c'est ça, sauf que le prix de vente est bien moins cher. C'est ça. Donc, c'est là où on pourra parler aussi de l'effet de contraste. Bah c'est ça, et c'est surtout que, ouais, comme tu le dis, ils vont dire, normalement, comment ça s'appelle? Bah, Formation. d'ailleurs, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais juste faire un parallèle vite fait avec Steve Jobs et la présentation de l'iPad. En gros, Ah. il a utilisé également l'effet de comparaison de contraste. En fait, il va dire, alors, la première tablette au monde, du coup, l'iPad, il peut faire en même temps, des mails, il peut faire en même temps de la musique, c'est un iPhone mais en plus grand et tout. Les coûts estimés de recherche et développement de produits à l'intérieur, c'est pour à peu près 999 €. Et là, devant toute la keynote, du coup, toute la conférence, le 999 a été complètement cassé pour faire apparaître un autre prix qui est, Ouais. je crois que c'était 499. Et du coup, tout le monde disait, ah, mais au final, c'est pas cher pour un iPad, tout ça. Franchement, c'est une affaire, C'est j'ai ça. envie de l'acheter. Alors que- que si tu fais l'inverse, ça fait un effet dévastateur sur ton produit. Si tu mets, voilà, le prix c'est 300 €, mais on le fait à 600, catastrophe. Ouais, c'est ça, faut jamais faire ça. Et c'est pour ça que 499, là, actuellement, on peut se dire, bah ça va, c'est pas cher pour un iPad, mais à l'époque, c'était très cher pour une tablette, surtout pour quelque chose qui était novateur, qui était un peu futuriste, parce qu'on n'a jamais vu un Ouais. iPad en gros, enfin un iPhone en gros, même un smartphone de manière générale. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de risques, mais après, c'est aussi le marketing, le storytelling de Steve Jobs C'est ça. qui a fait Apple, qui fait que franchement, c'est une masterclass de marketing. Ouais, Steve Jobs est très fort. N'hésitez pas à lire sa bio, elle est incroyable. Ouais. Et ouais. Ouais, depuis qu'il est plus là, pour moi, Apple, ça vaut plus grand chose. Après, je sais que je vais me mettre beaucoup d'Apple addict. En plus, la plupart des personnes que je fréquente de manière générale, que ce soit amis ou relations, sont très très branchés Apple, dont Massio, hein. Bah après ça a été, bah là je suis un peu Et mort, toi, mais j'essaye t'as d'être un peu les deux quand même, hein. Bah, j'ai un peu les deux, ouais, c'est important, je pense, de pas se fixer que sur que une seule focale. Franchement, il y a des gros avantages, que ce soit sur Windows ou Android, on le voit, tu vois, il y a des énormes avantages, hein. Google fait quand même des choses sympas. Bref, c'est pas un podcast sur les téléphones. Ça. En gros, on va vous parler d'un des Alors, principes l'effet de les contraste, plus utilisés, l'effet de contraste, qui est, on en a c'est pas ça, parlé. du coup, ouais, l'effet de contraste, c'est ça, c'est la comparaison contrastée. Exactement. Tu veux en parler? Bah ouais, parce qu'au final, on n'a pas exactement dit ce que c'était. L'effet de contraste, en fait, c'est une façon d'amplifier vos sensations et vos perceptions en vous montrant un écart énorme entre deux choses. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Moi, j'ai un exemple récent. Ouais. C'est par exemple, si par exemple t'as une soirée,
et que là, tu croises, par exemple, une belle femme. Ouais. On va dire non, une très belle femme, Ok. et à côté, il va avoir une belle femme. Ouais. Ok. On va dire que la belle femme de base, c'est genre un 8 sur 10, et la très Ouais. belle femme, c'est entre 9 et 10. Ouais. Du coup, tu vas voir au début la très belle femme, du coup, tu vas dire, ah, ça c'est un 9 ou un 10 minimum. Et en fait, la deuxième, elle aura l'air un peu moins belle Mhm. que ce qu'elle est réellement. Mhm. Du coup, pour te faire passer d'un genre un 7-8 à genre un 6, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est super important de se rendre compte que l'étalon est super intéressant. La mesure de comparaison Ouais. est super intéressant. Exact. Après, on a aussi la première impression qui est aussi De toute façon, mesurer, c'est comparer, hein, dans tous les cas. Bah, c'est ça. Et l'effet de contraste, en fait, ça montre que quand tu mets deux choses deux choses sont diamétralement opposées dans leur échelle de mesure, plus il y aura de biais, en fait, dans la perception. Ce qui est 2, tu vas pas le voir 2, tu vas le voir 1, ou tu vas le voir 3, ou tu vas le voir 4. Parce que juste avant, tu as eu quelque chose de complètement opposé. Il y a un exemple qui est assez connu, qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux, et qui est d'ailleurs dans Influence et Manipulation. Je sais pas si tu l'as. C'est une grande lettre d'une étudiante qui fait ses études dans une autre ville que ses parents. Et en gros, elle explique un truc de fou. Elle explique, voilà, j'ai sauté d'un étage, j'étais à l'hôpital, j'arrive à remarcher, mais je suis aveugle, j'ai rencontré un mec, je vais me marier avec lui, au fait, je suis aussi enceinte, que des dingueries comme ça. Le problème, c'est qu'il m'a refilé un virus, et que je sais pas si je vais mourir, et que le bébé va peut-être mourir, et à la fin, elle dit, en fait, y a rien de tout ça qui s'est passé, c'est juste que j'ai eu D en maths. Donc, relativiser un petit peu. Et là, justement, c'est l'effet de contraste. On leur fait ressentir des émotions énormes sur quelque chose qui est quand même assez fort pour un parent d'entendre ça. T'imagines, t'entends ça, ton gosse, il te dit, voilà, il y a un changement de vie complet. Et juste après, un D, oh sérieux, on s'en fout ça. J'ai eu tellement peur, on s'en fout. Alors que si elle avait juste dit, j'ai eu D en maths, ouais, tu branles rien, qu'est-ce que tu fous dans ta ville, c'est n'importe quoi, ça va pas, on va te prendre des cours en ligne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah du coup, petit tip, si jamais vous avez une mauvaise note, n'hésitez pas à faire une variante de cette technique. Et je pense... Et d'ailleurs, l'effet de contraste, on fait qu'un petit aparté dessus parce qu'il peut être présent dans quasiment tous les éléments de manipulation. En fait, dès que t'as un élément de manipulation, tu peux mettre un effet de contraste pour l'amplifier encore plus. Exactement. Ça, c'est fort. Mais après, je pense un dernier exemple avant de clôturer sur ce principe, parce qu'il y en a énormément, enfin il y en a pas mal. C'est aussi du même livre que toi, qu'on s'est pas mal inspiré. Influence et manipulation. C'est la technique des agents immobiliers. Ah ouais, t'avais bien aimé ça. Ouais, en gros, c'est Cialdini, il a fait une expérimentation par observation et par participation directe, c'est-à-dire que en fait, il a vraiment été stagiaire pour une agence immobilière. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une des techniques les plus utilisées, c'était de faire visiter à des gens au début, je sais pas, on va dire 3-4 maisons qui étaient vraiment dans un état mais catastrophique, c'était vraiment des ruines, des choses qui étaient vraiment moches, que tu pouvais pas habiter, c'était à des prix exorbitants, pour qu'au final, la maison que l'agent immobilier veut vraiment vendre paraisse plus embellie, plus belle. Et du coup, je cite le livre, « La maison que je veux leur faire acheter a l'air magnifique une fois qu'on leur a montré quelques ruines. » Et en plus de ça, le prix sera moins élevé. Et du coup, là, on a un effet de contraste qui est super visuel. Et en plus, même avec le prix, ça fait qu'au final, faut se méfier quand on fait généralement des visites immobilières de bien se rendre compte, est-ce que cette maison va vraiment être louée? Est-ce qu'il n'essaye pas trop de nous influencer? C'est ça. Le taux de réussite, en fait, il explose pour les agents immobiliers. C'est ça. Est-ce que tu nous parlerais pas de la réciprocité? Ouais, on va partir, je pense, sur le principe direct de réciprocité, qui est un principe que je connaissais pas plus que ça. Non, je le connaissais pas plus que ça. Je savais pas qu'il était aussi fort que ça. Mais il est présent au quotidien, en plus. Parce que moi, à un moment, je voulais vraiment voir la psychologie un peu du cadeau, tu vois, en mode qu'est-ce que ça fait quand t'offres un cadeau? Et du coup, on est en plein dans la réciprocité. Après, c'est vrai que la réciprocité, déjà, on va dire ce que c'est. Ouais, je te laisse présenter. C'est un concept assez simple, mais un peu difficile à expliquer. En fait, offrir quelque chose, de manière générale, c'est en même temps rendre redevable l'autre.
On peut illustrer ça comme une sorte de dette morale. C'est-à-dire, par exemple, t'as besoin, je sais pas, que je passe chez toi pour aller chercher un manteau, tu vois. Et vas-y, j'ai 20 minutes de route, ça me fait chier, mais je le fais. Et ben, dans ma tête, le fait d'avoir fait ça, je sais que je vais implémenter une dette chez toi. Et toi, bah, tu vas te dire, il m'a rendu service. Ah, va falloir que... La prochaine fois que je vais te demander quelque chose, tu vas te dire, ouais, la dernière fois, il m'a rendu service. Bon, je vais le faire. C'est là que vient l'expression « je vais lui rendre l'appareil », C'est par ça. exemple. Ou le donnant-donnant. C'est ça. Voilà. Alors, ça vient d'où, ça, déjà ce phénomène de « moi, je vais te donner, tu dois me rendre, etc. » Parce que c'est pas présent partout. Par exemple, quand tu regardes au sein de ta famille, ça existe quasiment pas. Alors du coup, à quoi ça sert, ça? Et pourquoi c'est hors de la famille? En fait, c'est assez simple. C'est un phénomène d'adaptation qui est extrêmement important, social. Ça permet d'avoir une société, en fait, qui fonctionne bien de manière générale. Et surtout, une société qui fonctionne avec la cohésion. D'accord? Parce que si tout le monde agit pour soi sans rendre l'appareil, ben on s'isole très vite. Et il y a des clans qui seront très forts, qui vont être formés, et qui vont passer leur temps, en fait, à se taper dessus. C'est déjà un peu le cas, mais quand même moins. Même si c'est une personne qu'on n'aime pas particulièrement beaucoup, si elle va nous rendre un service, ben on va quand même se sentir redevable. Ça permet de diviser le travail, ça permet de faire des échanges avec des personnes aussi qu'on n'aime pas trop, voire qu'on ne connaît pas, puis ça réduit aussi la réticence d'offrir, et ça c'est hyper important. Par exemple, moi si je sais que je vais offrir quelque chose à quelqu'un, je sais que derrière ça va impliquer une sorte de dette, et moi ça je l'utilise beaucoup, j'avoue. C'est un truc que j'utilise énormément dans ma vie perso. Quand je vais rendre un service à quelqu'un, bon, ma première motivation c'est le fait de rendre service, et j'aime rendre service. Mais la deuxième motivation, c'est que je me dis, le jour où j'ai besoin d'aide, eh ben, y a plus de chances que la personne elle m'aide. Et du coup, en soi, bah, c'est donnant, tu vois. Et tu récupères quelque chose, de quelque chose de fictif, peut-être dans le futur, mais tu récupères quelque chose, tu vois. Au final, celui qui offre, il a vraiment, il a tous les pouvoirs. Moi, si je t'offre, admettons, aucun événement particulier, je t'offre un iPhone. Qui c'est qui a choisi d'offrir? Et qui c'est qui a choisi l'objet? C'est moi. Donc c'est moi qui ai le pouvoir. Qui c'est qui contraint à accepter? Qui va refuser un cadeau comme ça? Personne. Personne va refuser un cadeau comme ça. On est d'accord? Au début, on va faire Sauf genre... les anti-Apple. Ouais, à la limite. Petite blague Mais à part. personne va refuser un cadeau comme ça. Bah, Donc au final... C'est surtout que parce c'est très difficile à tu renoncer. vas passer pour un connard si tu le refuses. Bah c'est ça. Du coup, je te contrains à prendre le cadeau un petit peu, tu vois? Si tu le prends pas, t'es un connard. Donc au final, t'as pas le choix. Troisième chose, eh ben, ça sous-tend un retour. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas très bien vu. Donc au final, celui qui offre, il a beaucoup plus de pouvoir que celui qui reçoit, de manière générale. Donc dans votre vie, bah, apprenez à offrir. Parce que vous allez récupérer beaucoup plus que ce que vous imaginez. Tu vois? Mais c'est, ouais. Et après, pour moi, le revers de la médaille aussi, c'est le fait que généralement, quand quelqu'un t'offre quelque chose régulièrement et que toi tu n'offres rien en retour, t'es souvent qualifié de ingrat. Ouais. En fait, il y a Exact. beaucoup plus de choses négatives à refuser quelque chose, un cadeau de quelqu'un qu'on connaît, que de choses positives. Et si on va pas rendre quelque chose, si on va pas rendre l'appareil, on va vraiment passer pour quelqu'un de pas sincère, de pas généreux, de quelqu'un C'est ça. de ingrat. Une sorte Et de ouais, radin. C'est ça, exactement. Malhonnête. Radin, malhonnête, avare. Ouais, Et- avare, et c'est c'est- un beau mot, ouais. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose de très sociétal, en fait. C'est comme tu l'as Bah, dit. c'est ça, hein. pour C'est que- pour la stabilité de la société, parce que sinon on passerait notre temps à se détester. Parce qu'on va s'offrir des trucs, mais l'autre, il va pas avoir le clic, tu vois, l'automatisme de se dire faut que je rende pour que ça se passe bien, tu vois. Si tu l'as pas, bah au final on va tous se détester, on va se taper dessus. Donc ça a été fait avec le temps, avec la génétique. Les personnes qui avaient ce principe de réciprocité, bah, au final ils survivaient mieux, tu vois. Parce que plus tu survis,
plus les gènes y survivent, et plus ça survit dans le temps. Donc à mon avis, le principe de réciprocité, effectivement, ça a provoqué dans certaines, je sais pas, ethnies ou certains pays, ça a provoqué une meilleure stabilité, tu vois, sociale. Et du coup, c'est pour ça que c'est resté plus longtemps. Et ça vient de là aussi l'expression de offrir un verre. Parce que en fait, je sais pas si t'as lu dans le livre, mais en gros, il disait que quand t'offres un verre à quelqu'un, tu vois, la fameuse technique de drague, offrir un verre, bah comment ça se fait que quand t'es un mec, par exemple, tu vas offrir un verre à une meuf pour toi. Quel est l'intérêt, entre guillemets? L'intérêt, c'est attirer son attention. Moi, en tout cas, ce serait attirer son attention et montrer que t'as les moyens de lui payer quelque chose. Ça, c'est dans le conscient aussi. Tu vois. Dans le conscient, c'est je vais attirer son attention, je vais lui montrer que j'ai les moyens de pouvoir payer quelque chose et que j'ai les moyens de la satisfaire, entre guillemets. Tu vois. Ok. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, mais moi, avant, ce que je pensais, c'était tu vas payer un verre à une fille, par exemple, que tu connais pas, à une femme, pour, au final, t'échanges ce verre contre du temps, tu vois, en mode tu vas parler avec la personne et tout, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Parce que dans le livre, il parle que, du coup, c'est le témoignage d'une étudiante qui expliquait « J'ai appris à mes dépens à ne plus accepter qu'un garçon rencontré en boîte paie mes boissons. Ainsi, nous ne considérons ni l'un ni l'autre que je lui en suis, sexuellement redevable. » Et en gros, ils se rendent compte que, généralement, quand il va avoir un homme ou une femme qui va payer un verre à quelqu'un, il va avoir une sorte de dette morale. Là, ça va être, voilà. Je t'ai payé un truc. Du coup, tu me dois quelque chose, tu vois. Me dois, ouais. Mais tu vois, c'est très inconscient. Tu vois, c'est très inconscient. Ouais. En effet, on se rend compte dans les stats que une femme qui va laisser un homme l'inviter, elle va être immédiatement jugée en mode, elle sera plus accessible pour lui sur un plan sexuel que si elle avait payé son verre elle-même. Ouais, du coup, si elle refuse, elle est vue comme une comment on appelle ça, une meuf qui chauffe. Si elle accepte plutôt. Ouais, si elle accepte mais qu'elle refuse d'aller plus loin. Ah oui, voilà, elle sera vue comme une meuf qui chauffe. On va dire que c'est une michto aussi, on peut dire des trucs comme ça, parce que généralement il y a cette pensée commune. Mais du coup, c'est pour ça que c'est super important de comment dire non, du coup de essayer de, quand on connaît pas quelqu'un, de se méfier, de si quelqu'un t'offre quelque chose, c'est super important de dire non. Et moi, il m'est arrivé il y a pas longtemps, je me baladais en ville, et là, il y avait quelqu'un, ça devait être, je sais pas, ça devait être un SDF, il me tendait une fleur, et il voulait vraiment que j'apprenne. Tu vois. Vraiment, il voulait que j'apprenne. Et vraiment, limite, il me forçait. Du coup, j'ai dit non, je veux pas. Parce que, en fait, si après il va te donner une fleur, il va te dire, il faut que tu me passes de l'argent pour une société. Et du coup, tu vas être obligé, entre guillemets. Dire, je suis pas un bâtard, je vais lui donner un peu de sous quand même. Exactement, il m'a donné ça. Il est gentil. Et là, acte de sympathie aussi, d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, vous allez devoir lui être redevable, entre guillemets. Du coup, c'est super important de savoir refuser les cadeaux de gens que vous doutez ou que vous ne connaissez pas forcément, parce que il y a forcément une attention derrière. Justement, d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec la vente, parce que le principe de réciprocité est énormément utilisé dans le marketing. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, très simples, où on fait un cadeau avant de passer à la vente de quelque chose, ou avant de passer à la proposition d'un service. Et ils ont fait aussi en parallèle des études où ils le font après. Par exemple, tout simple. Vous faites rentrer une famille dans un McDo, et avant qu'ils rentrent, vous donnez aux enfants des ballons. Et en parallèle, dans un autre McDo, vous donnez aux enfants des ballons après le McDo. En fait, ils se sont rendus compte que sur le long terme, les gens ils dépensent beaucoup plus quand ils reçoivent un ballon avant. C'est quand même c'est quand même tellement bête, mais tellement fort en fait. Dans la vente, McDo, vous n'avez pas forcément d'attrait particulier avec McDo, mais le fait qu'ils vous donnent un ballon, ça vous fait dépenser beaucoup plus. Et vous vous sentez même redevable envers McDo. J'ai eu un ballon quand même. Bon, ça va. Allez, je vais me faire plaisir. Et tu viens de te faire manipuler. C'est ça, c'est également le principe qui est utilisé de la même façon avec les dégustations. Ouais, les échantillons gratuits, c'est ça. Exactement. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. J'ai goûté le coca, je crois que c'était, le coca vert là, bizarre. Genre le coca naturel, je sais pas quoi. Et juste après, je me suis dit, allez, je vais en prendre un quand même. Vu comment elle me regarde, la meuf, elle est là, s'il te plaît. La sympathie aussi, ouais. Ouais, putain. Bon, est-ce qu'on passerait pas à un autre principe? Tu veux passer à un autre principe directement? Ouais, je suis chaud, là. T'as oublié de parler de la concession réciproque.
Ouais, on peut parler aussi, hein, mais qui après... a un énorme principe dans la réciprocité, qui comprend aussi l'effet de contraste avec l'apport donné. C'est extrêmement important. L'effet de l'apport donné, est-ce que tu te souviens de ce que c'est déjà? C'est quand on va demander quelque chose qui est quasiment impossible ou quelque chose Trop élevé. qui est trop élevé, pas forcément impossible, car sinon ça va pas marcher, qui est trop élevé, pour en fait jouer un peu sur l'effet de contraste, et après on va demander quelque chose, une petite demande, enfin on va avoir l'impression que c'est une petite demande, voilà, pour avoir plus de chances que ça passe. C'est ça, en fait, c'est utiliser l'effet de contraste et aussi l'effet de réciprocité. Par exemple, je te propose un truc cher, et après je te propose un truc pas cher. Sauf que je te fais une concession, puisque de base, je te propose le truc à 1000 euros. Bon, ok, t'es sympa, je te fais une concession, je te le fais à 500 euros. Il y a deux effets, effet de contraste et effet aussi de réciprocité. Moi, j'ai fait une concession, j'ai baissé mon prix. Donc toi, tu dois faire une concession, tu dois acheter aussi. Et ça, moi, j'ai pas mal travaillé dans la vente, et je l'utilisais, et c'est tellement puissant. C'est pour ça que si vous êtes dans la vente, ou si vous voulez vendre quelque chose, proposez toujours le prix le plus haut possible. Acceptable. D'accord? Vous mettez une tranche de prix, vous proposez le plus haut, et ensuite, vous faites une concession avec la personne. Et là, vous allez arriver au prix, en fait, où vous souhaitez, beaucoup plus facilement, par rapport à l'inverse. Bah ouais, c'est surtout aussi la technique... T'auras beaucoup plus de réussite. Bah c'est aussi la technique quand tu veux essayer de négocier un prix, c'est le fait que tu dis un prix qui vaut quasiment rien, tu vois. En mode, par exemple, je sais pas, tu vas acheter un livre à 10 balles, et du coup, tu vas proposer au gars, bon, bah, je te le prends à, je sais pas, 3 balles. Et après, la personne, elle va dire non, du coup, tu vas faire une concession. Ensuite, la personne, elle va dire, moi, je te le vends à 7, si tu veux, au lieu de 10. Du coup, au final, la personne, elle a proposé son prix, tu vas dire non. Du coup, il y a double concession. Et après, tu vas dire 5, et du coup, vu qu'il y a une double concession, ça aura plus de chances de passer. Ouais. Et du coup, tu auras ton prix de base que toi, tu voulais. Et en à plus, il y a un effet de responsabilisation, parce qu'au final, qui c'est qui a l'impression de mener le débat? Bah, c'est la personne qui provoque les concessions. Donc la personne se dit, putain, j'ai quand même réussi à négocier. 5. Exactement. J'ai baissé le prix. Alors que non, en fait, le prix de base, bah, on te l'a vendu. Et c'est ça qui est... C'est assez drôle, le C'est principe laisser de croire à réciprocité. l'autre que c'est lui qui a gagné l'affaire, entre guillemets, quoi. Exactement. Voilà. Alors, on va enchaîner sur un prochain principe manipulatoire. Je te laisse choisir lequel. Moi, je pense qu'on pourrait partir sur... Du coup, tu me laisses pas choisir. Si, je te laisse choisir. Ok. Bah, moi, là, d'ailleurs, j'ai remarqué que certains concepts, certains principes, ça me touchait plus que d'autres. Tu Ouais. vois. Je sais pourquoi. En fait, c'est tout simple. Parce que on se rend pas compte, mais je l'ai vu justement d'ailleurs dans la vente. Quand tu regardes des bons vendeurs, tu vas voir qu'ils ont tous une ou deux techniques qu'ils utilisent très souvent. Tu vois, il y en a qui utilisent la réciprocité par exemple, ou la concession, la porte-monnaie. Tout le monde utilise une technique particulière. Et en fait, je pense que toi aussi, tu utilises une de ces techniques dans ta vie, tu t'en rends pas compte, et ces techniques-là, bah, elles te touchent plus parce que tu les utilises plus. C'est l'effet de familiarité, d'ailleurs. Bah, tu vois, moi, c'est l'inverse. Genre, généralement, les techniques que je trouve que ça marche le moins sur moi, c'est parce qu'en fait, je les connais plus. Alors que les techniques qui... J'ai pas dit celle qui marche le moins, j'ai dit celle qui t'intéresse le plus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, par exemple, tu vois, je vais prendre la rareté. Après, on va y revenir après. Moi, c'est un truc que j'utilise pas, que je connais un peu, tu vois, mais que j'ai du mal à m'en défaire. Tu vois, genre, je le sais, mais j'arrive pas à me défaire de ce biais-là, de ce principe. Ouais, bah c'est un peu comme moi avec le prix qualité, j'arrive pas à m'en Exactement. Alors que tu vois, défaire. Et la on le sait. réciprocité, pareil. Alors que moi, la réciprocité, c'est un truc que j'ai pas beaucoup de mal avec ça. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah moi, je l'utilise énormément et j'ai beaucoup de mal à me battre avec ça. Tu vois? Ouais. Tu veux enchaîner sur la rareté? Ça, j'avoue, moi, je m'y connais pas trop sur l'effet de Bah, rareté. soit la rareté, soit la sympathie, soit l'autorité. Je vais choisir. Parmi les trois. Ok, bah moi, je propose qu'on aille sur la sympathie parce que c'est celui qui m'a touché le plus, c'est celui qui m'a choqué le plus. Il est assez dense. Ok. Ouais, Bah, moi, je parlerai après de la rareté, alors. ça marche. Ok, avec plaisir. Alors, la sympathie, c'est dense, c'est complexe. Faut savoir que de manière générale, déjà la sympathie, c'est pas un objet, c'est une personne. On parle d'une personne. Faut savoir que la qualité du lien social que tu auras avec une personne, c'est plus important que le sujet. Si tu veux vendre une boisson,
Ce qui est le plus important, c'est pas la qualité de ta boisson. C'est la qualité de la relation que tu as avec la personne. Par exemple, il y a un exemple qui est tout bête. Tout bête. Hein. Le meilleur vendeur de voitures des États-Unis s'appelle Joe Girard. Mais c'est un monstre. Quand je te dis, c'est 5 voitures par jour, ce qui est énorme. Et c'est genre pendant 15 ans. Ok. Bon, en fait, ce mec, il a une technique toute simple, en 2 temps. Première chose, il essaie toujours de faire en sorte que la personne ait un lien social vraiment très fort, très sympathique et très amical, tu vois. Et du coup, ses ventes, c'est comme si c'était un ami qui te parlait. Deuxième chose, il envoie des cartes tous les mois à ses clients et il note juste « Je vous aime bien ». C'est tout. Et rien que le fait de faire ça, bah ça provoque une sorte... C'est un peu une sorte d'obligation. La personne, elle t'aime bien, elle est sympathique. Comment veux-tu que je refuse face à elle? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le principe de sympathie. C'est manipuler quelqu'un en ayant une sympathie extrêmement forte. C'est une arme, la sympathie. C'est pour ça que les personnes qui sont faibles physiquement, en général, sont toujours très gentilles. Parce que c'est une arme qu'elles utilisent. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes qui n'ont pas d'armes sur elles ou qui savent pas particulièrement se battre, bah, elles vont utiliser la gentillesse. Parce que ça fait partie des armes. Et quand tu vois une personne qui est gentille en face de toi, bah t'as moins envie de lui casser la gueule ou de l'embrouiller de manière générale. D'accord? Tu vois? Alors, pour réussir à déclencher cette sympathie, comment on fait? Ben, il y a beaucoup. Je dirais, je dois avoir peut-être 8 ou 10 exemples de déclenchement de sympathie. Le premier, par exemple, c'est la recommandation amicale. C'est une des plus puissantes. Le fait de se faire recommander par un ami à la personne, ça augmente x3, voire x4 le taux de réussite. Pourquoi? Parce que déjà, la confiance, elle augmente. Et en plus, on a une certaine culpabilité si jamais on prend pas le produit. Parce que l'ami a conseillé le produit. Si on le prend pas, bah, c'est qu'on fait pas confiance non plus à cet ami. Donc ça, c'est un des premiers principes. Le deuxième principe, tu m'en avais parlé tout à l'heure, c'est l'apparence physique. Mais au fait, juste pour donner un petit exemple de marketing, Ouais. c'est par exemple quand quelqu'un va sonner chez vous et va vous présenter un produit, la personne, elle se rend compte que vous n'êtes pas intéressé, par exemple, mais par contre, elle va vous demander, est-ce que vous savez si un ami à vous serait intéressé par notre produit? Et en faisant ça, vous allez lui donner le nom d'un de vos amis, par exemple, on va dire Martin. Ce même vendeur va aller voir Martin et va lui dire, bah en fait, j'ai été recommandé par votre ami, du coup, vous, pour tester ce produit. Il m'a dit que vous pourriez être intéressé. Du coup, est-ce que ça vous dirait d'essayer le produit ou La quelque chose comme ça? recommandation. Ouais. Exactement. Et en fait, rien que dire le nom de votre ami, ça va vous donner une confiance qui est, bah, du coup, x3, x4, comme t'as dit, envers ce produit. Et pour booster les ventes, c'est quelque chose de monstrueux. Ouais, c'est exactement ça. T'as bien, enfin, vulgarisé ou Il faut. imagé Il faut. le concept. Le deuxième concept, du coup, c'est l'apparence physique. Alors, l'apparence physique, je pense que vous en doutez pas, mais c'est extrêmement sous-estimé. Je sais qu'on n'aime pas se dire que l'apparence physique a un effet extrêmement fort sur la sympathie de manière générale, mais c'est un levier d'influence qui est très fort. Une personne qui est belle, ça va provoquer... Alors, belle, c'est sûr que c'est un peu difficile de dire qui est beau, parce que ça peut dépendre de chacun. Mais qui est belle sur une grande majorité de... Qui est bien habillée, qui est pas négligée sur sa coupe. Voilà, c'est ça. Par rapport à la majorité de la population, elle est vue comme très belle, d'accord. Bon, en fait, ça va provoquer un effet de halo. L'effet de halo, c'est comme une sorte de résonance. C'est-à-dire que vous avez une qualité, et cette qualité, elle va provoquer l'augmentation ou la création d'autres qualités. Par exemple, la personne, je vois une meuf qui est belle, instinctivement, je vais me dire, bah, y a plus de chances que soit une meuf qui soit sympa, ah, elle doit avoir un peu plus de talent, plus d'intelligence, plus de confiance. Ok? Bah, en fait, ça, c'est prouvé par les études. C'est pas juste moi qui donne avis, c'est vraiment prouvé par les études.
Donc une seule caractéristique, ça a permis de faire une sorte de grosse résonance sur toute la personne. Et il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Par exemple, dans la politique, c'est tout simple. On a plus de chances de se faire élire quand on est beau. C'est clair. Ça nous fait un peu en parallèle en France avec Macron. Je pense que c'est le président qui était le moins moche, on va pas se mentir. Un des plus jeunes aussi. Voilà, un des plus jeunes. Dans les entretiens d'embauche, c'est pareil. Ils ont fait une étude. Ils ont mis des personnes qui sont, on va dire, considérées en majorité comme très belles, avec les mêmes qualifications en face des personnes qui sont considérées comme un petit peu moins belles. Même qualification, même diplôme, même expérience. Bah, c'est les personnes les plus belles qui sont prises. Et en plus de ça, je pense, par rapport aux entretiens d'embauche, il y a quelque chose qui est aussi super important, c'est la notion de similarité. Je pense que t'allais en parler. Ouais. Mais c'est le fait que si les personnes, en fait, elles sont dans notre groupe, du coup, on va dire endogroupe. C'est-à-dire, par exemple, si on est tous les deux européens, des choses comme ça, on va inconsciemment plus s'identifier à cette personne, donc essayer de plus être sympa avec cette personne. Du coup, c'est pour ça que généralement, les personnes qui sont endogroupe à nous, on va plus les considérer et on va plus être sympa avec. Il y a une grande étude sur notamment le Black Sheep Effect. En gros, c'est des étudiants où en fait il y a un étudiant étranger qui vient d'Afrique qui est genre dans une étude ouais, c'est ça, dans une université belge, et en gros il va avoir moins accès à des cours quand il demande à ses camarades qu'un étudiant qui est belge ou qui est européen. C'est ça. Et en fait c'est je pense que c'est pas du racisme en soi, mais c'est en fait vraiment un biais cognitif qui est super présent et qui fait que au final on juge très mal les personnes qui sont différentes. Exactement, mais même inconsciemment, même quand on a conscience que c'est quelque chose qui se fait pas, et ben inconsciemment on va quand même avoir ce biais cognitif de la similarité. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures qui visent à lutter contre l'apparence physique et la similarité, qui est notamment les CV sans photo, et également le fait qu'on puisse changer de nom et de prénom en cas de besoin. Et qu'on propose généralement aux étrangers de changer leur prénom s'ils veulent. Tu sais ce qui est triste, c'est que j'ai téléchargé une IA pour faire des CV, et en fait l'IA elle te dit en fonction de ce que tu mets dans ton CV, ce que tu remplis, le pourcentage de chances d'être pris. Et ben quand tu mets pas de photo, tu perds 30%. Ouais. Bah c'est les gens ont peur, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant quand tu vois une photo. Puis t'as moins de points de repère, tu vois. T'as plus de difficultés aussi à t'imaginer avec cette personne. Tu vois, t'imaginer travailler, t'imaginer débattre ou lui enseigner des choses. C'est pour ça que ça peut être à double tranchant, en fait, la photo. Donc, c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs que la similarité, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est micro-trottoir. En fait, on voit beaucoup plus, notamment sur Insta, tout ça, on voit beaucoup plus de marketing qui se fait via le micro-trottoir. En mode, connaissez-vous ce produit? Ou avec quel shampoing vous douchez-vous? Et en fait, le fait d'aller interroger des gens lambda dans la rue, ça fait que on va beaucoup plus se sentir similaire proche, par rapport, voilà, et proche. Du coup, ça va plus nous toucher parce qu'on va pouvoir s'identifier aux personnes interviewées. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment tous ces principes, ils sont super... des mises en scène. Et ouais, c'est des mises en scène. Elles vont donner des qualités vraiment, et des qualités du produit. On dit, ah, moi, j'adore ce produit, c'est trop cool. Du coup, comment on s'identifie à la personne? On se dit, bah, c'est probable, ça a pas mal de chances d'être cool, puisque ça me ressemble, tu vois. Bah, c'est ça. Et même si c'est des mises en scène, on y croit. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment de plus en plus utilisé. Et ouais, toutes les grandes marques, là, ils utilisent ces principes, mais à fond la caisse. Et d'ailleurs, tu parlais du principe de similarité, et on se rend pas compte, mais il est vraiment présent partout. Que ce soit de manière vestimentaire. On aime plus les gens qui s'habillent comme nous. De manière des opinions. Par exemple, les opinions politiques ou religieuses. L'expérience, le vécu. Le style de vie. Même le nom et le prénom. Il y a eu une expérience où on te propose des assurances, et il y a une des assurances où il va avoir soit Massio, soit un nom qui ressemble ou qui a les mêmes lettres que Massio. Bah, t'as beaucoup plus de confiance en ce contrat-là. Juste parce que c'est le même prénom. Tu te dis, ouais, c'est un mec comme moi, tu vois, c'est un Massio, c'est bon. Bah non. Ah, mais c'est bah fou, pas du tout, justement. C'est fou, et même si on a conscience, tu vois, je suis sûr que là, s'il y a quelqu'un qui a le même prénom que moi, ou le même prénom que toi, et bah tu vas quand même avoir confiance, même si tu sais
Bah Pas, non, pas à 100%, mais tu vas être biaisé, genre t'auras plus confiance qu'une C'est personne ça, qui s'appelle inconsciemment, je sais pas, quoi. autre chose, quoi. Et alors, dans la sympathie, il y a aussi, alors celui-là j'ai beaucoup aimé ce principe-là, c'est les compliments. Les compliments, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais les compliments, c'est une des façons de provoquer la sympathie de manière la plus rapide possible. Tu vois, quand tu veux que quelqu'un t'aime bien, bah tu la complimentes. Et en général, ça marche assez rapidement. Et ce qui est drôle, c'est que les études montrent que les faux compliments, ça marche autant. Pas les faux compliments en mode on le pense pas vraiment. Les faux compliments, la personne sait que c'est pas vrai. Et mais ça marche quand même. Par exemple, je vais te dire, putain, bah sûr, t'es vraiment intelligent alors que tu viens de faire un truc débile. Et bah ça va te faire plaisir quand même. Ouais, mais là, Et tu vas me voir comme plus sympa. Ouais, mais je pense que dans cet exemple-là, je pense que je vais plus le prendre comme du second degré, tu vois. Non, Je pense que je dirais pas sous ce ton-là, je dirais en mode, tu sais, non, en vrai, t'es intelligent, t'as fait une couille, mais t'es intelligent. Tu vois? Ouais, Et ouais. là, tu vas me voir comme beaucoup plus sympa. Alors que je le pense pas, hein. T'as vraiment fait une couille et t'es vraiment un con. Mais je te dis que t'es intelligent. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est les... Je pense que tout le monde le subit, c'est ce que j'appelle les compléments directionnels, parce que j'ai pas vraiment de nom. Les compléments directionnels, c'est tout simplement un effet de manipulation pour contrôler comment une personne va se comporter. Par exemple, juste avant de demander de l'argent à quelqu'un, tout simple, tu lui insuffles que c'est une personne généreuse. Eh ben, la personne va te voir comme quelqu'un de sympathique, mais en plus, elle va s'identifier à une personne généreuse. C'est un trait de personnalité. C'est un trait de personnalité qui est plutôt sympa. On va s'identifier à ça. On nous a dit qu'on était généreux. Ouais, c'est vrai que je suis généreux. Ouais, c'est vrai Bah, que je suis je pense généreux. que c'est surtout... Et du coup, tu veux 1000 balles? Ah, moi, je suis généreux. Ouais, bon, je vais te donner les 1000 balles. Et je pense que c'est aussi un principe de cohérence, en fait. Tu vois, le fait que la personne, elle va être cohérente s'identifie à avec... ça, Voilà, elle va être cohérente avec l'idée que... Pour éviter la dissonance cognitive. C'est ça. C'est pareil pour moi, pour les assurances, par exemple, si je vends une assurance, je pourrais dire vous, monsieur, je vois que vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous faites attention à vos affaires, vous aimez pas être dans la situation où vous avez pas les moyens de vous racheter quelque chose et vous êtes un peu maladroit. Bah, du coup, vous prenez l'assurance, j'imagine. Non, vous la prenez pas, tu vois. Et là, du coup, ça crée la dissonance cognitive. Bah, pourtant, vous êtes pas quelqu'un qui fait attention à vos affaires. Ah, excusez-moi, je pensais que vous faisiez attention à vos économies, à vos affaires. Ah, pardon. Et là, tu l'as manipulé. Ouais, non, mais ça, c'est... Pas possible. Ça, Mais tu c'est passes fort. pas pour quelqu'un de méchant. Parce que t'as utilisé le compliment. Et d'ailleurs, même dans les relations de couple, tu peux le faire. Quand tu vois que ton partenaire, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui t'embête, bah, au lieu de lui faire des reproches sur sa personnalité, ce qui va l'engouffrer, tu lui fais des compliments sur l'inverse de ce qu'il fait. Tu vois? Pas mal. Et du coup, la personne, elle va François, coach s'identifier. en couple. C'est ça. La personne, elle va s'identifier. Par exemple, voilà, t'es pas... Julie, t'es pas assez attentionné envers moi. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle va dire, bon bah, putain, je suis une meuf qui est pas attentionnée. Franchement, j'arrive pas dans mon couple, je suis pas attentionné, j'arrive pas, faut que je fasse des efforts. Non. Tu lui dis, dès qu'elle fait un truc où elle s'intéresse à toi, où elle a de l'attention, tu lui dis, putain, t'es vraiment quelqu'un d'attentionné. Hein. Tu prends soin de moi, t'es vraiment quelqu'un de formidable, etc. Et là, dans sa Après, il tête... faut voir le contexte, parce que dire ça hors contexte et que tu l'as jamais dit, C'est c'est un bizarre, exemple. tu vois. Mais non, ouais. mais non, mais si. Pourquoi pas? Justement, les compliments, en général, c'est pas forcément quelque chose que tu vas répéter. Ça peut être quelque chose juste comme ça. C'est comme un je t'aime, c'est pas quelque chose que tu prévois. Un je t'aime, c'est quelque chose qui vient comme ça, où t'as envie de le dire. Ou t'es beau, ou j'en sais rien, tu vois. C'est pas quelque chose qui est prévu. Ouais. Mais tu Ouais. vois... Tant qu'on n'en fait pas des cas, je pense, ouais, c'est bien, ça va paraître plus naturel. Et en voilà. fait, les études, elles montrent que quand tu fais plusieurs compléments directionnels, bah, au final, ça augmente la probabilité que les gens produisent le comportement sur le long terme. Parce qu'ils s'identifient à ça. Et ça, je trouve ça trop fort. Ça m'a bouleversé parce que je trouve ça vraiment pratique. Et au final, il y a très peu de chances que ça finisse mal parce que tu t'es vu comme une personne qui est sympathique. Et au pire, ça n'a pas d'effet. Dans un autre contexte, il y a aussi l'effet qui est un petit peu plus connu, c'est l'effet de fréquence. Tu le connais celui-là? Pas du tout. En fait, c'est tout simple.
l'effet de fréquence, il est très connu parce qu'il est très utilisé. Plus tu vois quelque chose, plus tu l'aimes. Ah ouais, j'avais vu, mais après, t'as aussi l'effet inverse. Moins tu vois quelque chose, moins tu l'aimes. Non, en gros, c'est par rapport à la compétitivité. En gros, je vais te prendre un exemple très simple. C'est, par exemple, t'es créateur de contenu. On va prendre YouTube. Ouais. Tu vas puber souvent ta vidéo en mode on est samedi, ta vidéo sur lundi. Du coup à partir de samedi tu fais une story en mode la vidéo arrive dans 2 jours, franchement je compte sur vous. Dimanche tu mets une avant-première en mode oui là franchement faut être là, faut être au rendez-vous. Du coup là la plupart des gens qui vont être en dehors de YouTube, tu vois, juste des consommateurs lambda, des viewers, ils vont être contents, ils vont être hypés. Et après, dès que ça va être lundi, tu refais une annonce, c'est bon, c'est en ligne. Du coup, les gens, ils vont dire, bon, bah, j'ai envie de la regarder parce que ça fait un moment que j'en entends parler, ça fait un moment que j'attends cette vidéo. Mais au contraire, les créateurs de contenu eux-mêmes, du coup, qui sont dans ta niche, eux, par contre, ça va créer de plus en plus de... on va dire un peu d'agressivité, de compétitivité. Le fait qu'ils voient l'adversaire tout le temps, tu vois, qu'ils le voient de plus en plus souvent tous les jours, ça veut dire en mode ah vas-y il est chiant lui, il pub trop, franchement il est chiant à être autant présent, etc. Il pub un trop gros ça truc. marche dans le sens où quand t'es créateur de contenu, tu veux faire le plus de vues possible. Oui, ça marche, mais en fait, ça a l'effet inverse. Dans la même niche, dans un contexte de compétition, ça va, genre, tes adversaires, on va dire, du coup, des sortes de collègues de travail, ça peut vite, ils peuvent vite le prendre. Tant mieux, non? Au final. Bah, ça dépend si tu veux des futures collaborations, parce tu vois. Parce que, effectivement, de toute façon, il y a toujours une sorte d'effet pervers à chaque manipulation. Et, je pense, le plus dangereux dans l'effet de fréquence, c'est que ça fonctionne pas si la fréquence est toujours dans des mauvais environnements. Exemple simple. L'effet de fréquence des pubs. Les pubs, on est tanné par ça. Et c'est toujours les mêmes pubs. Si tu vois la pub dans un mauvais environnement, par exemple, une pub à la télé, ça me dérange pas trop. Je sais qu'il y a des pubs, elles s'enchaînent, etc. Une pub sur YouTube, une pub sur Spotify. Putain, mais qu'est-ce que c'est frustrant! T'es là, t'es dans ta vidéo, une vidéo genre de 10 minutes, t'es dans ta musique de 3 minutes, et là t'as une putain de pub sur un truc qui n'a rien à voir, une pub que t'as déjà entendu 20 fois. Tu sais, tu parles à la place du gars pour dire « Oui, j'ai compris que tu vendais tes putains de bouches... Non, c'est bon !» Et ça t'énerve parce que t'es là en train de bazarder. T'écoutes même plus le mec, tu bazardes le bouton passer, passer. Et au final, bah, en fait, la marque, tu peux plus te la sentir. Tu vois? Mais c'est bizarre parce que moi, j'aime bien les pubs, par exemple, tu vois. Quand je suis sur YouTube, quand je suis à fond dans mon truc, j'adore qu'il y ait une pub. Non, je rigole. Non, c'est vrai que c'est super chiant. Ouais, t'imagines, tu regardes ton animé, là, il va le taper. Est-ce que vous avez des bonnes ventilations? Non, mais ça rend fou. C'est pour ça qu'il faut télécharger Adblock, mais ça ne marche plus officiellement sur YouTube. Ouais, ça marche plus trop. Enfin, ça marche à moitié. Il y a Adblock qui est en train de se battre un petit peu. Ouais, c'est chaud. Google, si vous nous entendez, bien sûr, vous nous entendez pas. Fallait faire plus de droits. Tranquille sur les pubs, hein. Vous êtes déjà l'entreprise la plus riche du monde. Ça va. Genre, c'est bon. Je pense que vous êtes déjà bien. Mais voilà, c'est ça l'effet pervers d'effet de fréquence. C'est que tu peux aussi lasser les gens, quoi. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, la sympathie. On voit qu'elle est présente vraiment dans pas mal de... Ah, c'est ça. Mais du coup, pour clôturer ça, la question c'est comment on résiste? Comment on peut essayer de se défendre face à la manipulation de sympathie? C'est un peu compliqué, parce que la sympathie, de manière générale, c'est dur de la refuser. Sauf que, en fait, il faut savoir prendre du recul. Quand vous voyez quelqu'un est très... Il y a un pic de sympathie à un moment. Ok? Par exemple, c'est un collègue normal, et là, bizarrement... il vient vous aider. Il vient vous aider directement. Il vient, je sais pas, avec un client. Habituellement, il vous calcule pas. Et là, il y a un conflit avec un client. Et là, il vient directement vous aider. Ou sur un dossier. Eh ben, faites la différence entre la vraie et la fausse sympathie. Vous vous dites, attends, il a été sympa pour avoir quelque chose, ou il a été sympa sans demander quelque chose? Est-ce qu'il y a une sorte de dette morale, une redevance face à ça, tu vois? Et aussi, il faut estimer si le sentiment de sympathie, il est exagéré. Quand quelqu'un est trop gentil, en général, c'est mauvais présage. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. Parce qu'on parlait justement des dettes, et les gars, si vous voulez comprendre pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils, c'est parce que ça résonne comme une fausse gentillesse, donc déjà comme un acte de faiblesse. T'as tellement
peu de force, tu vois, tellement peu d'atouts que t'es obligé d'utiliser uniquement ta sympathie. Deuxième chose, t'as tellement de sympathie, tu demandes rien en retour, bah je suis désolé, ça fait un peu fake. Donc au final, bah ça peut être un peu à double tranchant. Tu vois. Bah moi je pense que la question à se poser, c'est par exemple depuis 30 minutes que tu connais un vendeur, on va dire, que tu connais, je sais pas, un homme, une personne, est-ce que t'éprouves une sympathie inattendue, tu vois, voire même exagérée comme t'as dit? Est-ce que tu vas plus aimer cette personne que t'aurais pu t'y attendre? Et après, un dernier truc qui est aussi important à faire, c'est séparer ce qu'on achète du vendeur. Du vendeur, c'est exactement ce que j'allais dire. Faut réussir à dissocier. En fait, tu prends du recul, tu te dis, attends, donc là je vais l'acheter. Est-ce que je trouve le produit sympa ou est-ce que je trouve le vendeur sympa? Bah si tu trouves le vendeur sympa, c'est que tu t'es fait avoir. Ça veut pas forcément dire que tu t'es fait arnaquer, mais que tu t'es fait influencer. Et donc là, tu te dis, bah attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Quand je vais vers acheter un produit, je me dis, attends, est-ce que j'ai vraiment besoin et j'ai vraiment envie de ça? Et je dirais 40% du temps, je me dis, en fait, non. J'ai juste été amené à ça par genre le marketing du truc, tu vois. Voilà, je pense qu'on a fait un beau récap sur la sympathie. Et c'est vraiment celui qui me touche le plus parce que putain qu'est-ce qu'il est fort de manière générale et il est subtil. Il est difficile à débusquer, ouais. Exactement, et surtout quand tu vas contre la sympathie, t'as l'air d'un connard ou d'un rabat-joie. Mais c'est ça, c'est pour ça que dire non entre guillemets, tu vois, essayer de refuser ça, c'est compliqué. Surtout qu'en fait il y a des personnes qui sont naturellement gentilles, tu vois, comme t'as dit, qui utilisent la sympathie pour comme seule arme, tu vois. Ah ouais, mais c'est quand même une arme d'influence pour avoir ce qu'on veut. Je dis pas que c'est mal ou que c'est pas bien, mais ça se ressent très vite quand on a que ça justement. Ouais. Et donc ça peut être justement un double tranchant. Ça pose des questions aussi. Hein. Ah ouais, ça des peut personnes être, trop gentilles, voilà quoi. Moi je m'en méfie personnellement. Bah oui, ça peut être à double tranchant d'utiliser ça. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure de parler du principe de la rareté? Ouais, je sais. Hein. Tu veux en parler depuis tout à l'heure. Bah en même temps, je pense que c'est le principe qui m'attire et qui me hype le plus. Est-ce que tu vas parler des diamants? Alors non, je vais pas te parler du diamant, mais par contre je vais te parler de la perle rare, tu vois. C'est vraiment l'occasion en or à ne pas louper. C'est ce fameux argument de il y en a quasiment plus, il y en a même plus du tout, c'est le dernier, du coup il faut le prendre. Ah ouais. Et en fait c'est vraiment un billet qui, enfin moi je connaissais depuis très longtemps, mais moi personnellement c'est celui qui m'impacte le plus. En gros c'est qu'est-ce que le principe de la rareté? C'est une chose qui par elle-même ça n'attire pas forcément, ça m'attire pas quand je passe dans le magasin. Mais ça m'attirait même pas du tout, mais ça devient beaucoup plus attrayant simplement parce que cet objet sera bientôt plus disponible. En fait, faut vraiment se rendre compte que notre cerveau accorde beaucoup plus d'importance à la perte qu'au gain. Ce qui fait que plus un objet va être en quantité limitée, plus on va avoir envie de l'obtenir parce qu'on va pas avoir envie de louper l'occasion. Et ce biais-là, il a créé pas mal de principes en marketing et pas mal de techniques commerciales, notamment les fameuses éditions limitées. Bah ça me fait penser au Yeezy. Yeezy, la seule méthode de vente, si je me trompe pas, c'était que dans des magasins particuliers, il faut prendre rendez-vous et genre ils le vendent pendant 1 heure. Exactement, c'est ça, et c'est utilisé dans énormément de principes, même les collaborations en édition limitée. Ouais. Et faut savoir que même si elle est moche, ça marche. Exactement. En fait, on s'en fout. C'est vraiment pas l'objet en soi, mais c'est la rareté, tu vois. C'est le sentiment de, il y en a quasiment plus. Du coup, moi, je vais l'avoir et comme ça, je suis sûr de. C'est de l'ego de fou. Voilà, exactement. Et en fait, ce phénomène, c'est une sorte de mécanisme de défense en psychologie sociale qui s'appelle la réactance. D'après cette théorie, plus un objet va tendre à être de moins en moins disponible, plus on va avoir envie d'acheter cet article parce qu'on aura peur, encore une fois, de louper l'occasion. Et on a aussi d'autres effets qui se sont un peu propagés de par cette réactance. C'est l'effet Roméo et Juliette. Est-ce que tu connais l'effet Roméo et Juliette, François? Non. Pas du tout? Non. Jamais entendu parler? Jamais. C'est vrai qu'il est pas très connu, alors qu'en réalité, il est souvent présent. Ok. En gros, Roméo et Juliette... Attention, je vais spoiler Roméo et Juliette, du coup, n'hésitez pas à skip quelques secondes. Ouais, mais c'est surtout la fin, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la fin de Roméo et Juliette? C'est triste. C'est triste, ouais. C'est même tragique. Et pourquoi c'est tragique? Je crois qu'il meurt ou je sais pas quoi. En gros, on va voir un double suicide. En gros, c'est un amour qui est fou, tu vois. C'est un amour qui est charnel. C'est vraiment l'amour d'une vie. Et pourquoi cet amour est aussi fort? Déjà, faut se rendre compte que quand on reprend la temporalité de Roméo et Juliette, l'histoire, ils se connaissent que à peu près une semaine, quelques semaines.
C'est vraiment pas beaucoup pour tomber fou amoureux. Ouais. Qu'est-ce qui fait C'est que impulsif. qu'est-ce qui fait que Roméo et Juliette sont tombés aussi vite amoureux? Parce que je crois que c'était interdit ou un truc comme ça, non? C'était rare, il y a un truc comme ça. Genre, leur couple était un peu... il fallait pas. Genre... C'est ça? En gros, ouais, c'est ça. En gros, il va y avoir une opposition qui va être forte entre les Montaigu et la famille de Juliette. Du coup, entre la famille de Roméo et Juliette, ils sont vraiment ennemis. Et en fait, c'est vraiment une relation qui est impossible. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment immoral pour les deux familles. Ouais, C'est quelque chose avant, les familles, c'était beaucoup plus important en termes d'unité. Bah, c'est les ça, familles, mais tu vois. après, c'est aussi le cas dans certaines cultures qui est encore... C'est encore toujours présent. Mais c'est avant, ça. c'était pire. Se marier par endogamie, par exemple, etc. Choisir une personne qui a la même religion que nous, etc. Et en gros, plus les parents vont s'opposer à une union, plus cette union sera soudée. C'est fait que plus, par exemple, tes parents, ils vont se chamailler avec toi par rapport à la relation que tu as avec ta copine, plus les parents de ta copine vont être en opposition, plus vous allez dire bon bah vas-y, ça va encore plus nous renforcer, et inconsciemment ce désir de accéder à l'interdit va rendre la désirabilité de l'autre personne envers toi beaucoup plus forte. Et en fait, ça trouve beaucoup de paradoxes et ça emmène beaucoup de contraintes, notamment par rapport à la politique. Ouais. Parce que la question, c'est comment interdire quelque chose sans donner envie de faire cette chose, tu vois. Et là, on a eu le coup, encore une fois, avec, par exemple, le Covid. C'est, par exemple, il va plus avoir de pâtes, par exemple, tu vois. Tout le monde veut des pâtes. C'est ça, tout le monde veut des pâtes. En fait, c'est vraiment... C'est la peur de perdre. Voilà, c'est la réactance. Et là... Genre, ah oui, un truc qui me fait rire avec le Covid. Vous ne pouvez plus sortir dehors, du coup, vous ne pouvez plus faire de jogging. Voilà, exactement. Bizarrement, tout le monde a envie de faire du jogging. Alors qu'il a jamais fait de sport. Et en fait, c'est dès qu'on va nous interdire quelque chose, on va créer une hype. Et du coup, en fait, il y a un vrai problème de quand on interdit quelque chose, comment on fait pour on va dire, diminuer ça. Par exemple, là, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est par exemple le cannabis, tu vois. Ouais. En France, on est un des pays qui consomme le plus parce que c'est interdit. Un des pays qui l'interdit le plus. Mais exactement. Alors qu'aux Pays-Bas, c'est autorisé et c'est pas le plus gros consommateur. Pas du tout, surtout par rapport à la superficie du pays et au nombre d'habitants. Ouais. Et en fait, c'est vraiment problématique là, pour un État, d'essayer d'interdire des choses sans rendre cette chose hype, c'est-à-dire à la mode, tendance. Et je pense que si, en fait, après, c'est juste un avis personnel. Ouais. Je pense que si on régulait un peu le cannabis, tu vois. Légaliser? Légaliser, mais dans une certaine mesure, tu vois. Pas en mode full, y a rien, tu vois. Genre juste essayer de le mettre à un certain âge ou un truc comme ça, tu vois. Ou thérapeutique, bien sûr. Je pense que les gens vont se dire, ouais, bah en fait, je suis moins, comment dire, je suis moins déviant si je fume du cannabis, du coup, en fait, c'est nul, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas si rare, c'est commun, en fait. C'est ça. C'est comme l'alcool, tu vois. Exactement. Et en fait, au final, dans un contresens, l'alcool est toujours autant consommé. La cigarette, non. Elle est en perte, mais en chute libre énorme, la cigarette. Mais pourtant, l'alcool est toujours autant consommé. Après, je pense parce que l'alcool, il y a une histoire énorme derrière ça. Bah ouais, mais même, enfin, la gustative. Même par rapport au contexte de quand tu bois de l'alcool et tout, comparé à quand tu te drogues, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi, une histoire et tout. Surtout aux États-Unis, il y a une grosse histoire avec la prohibition de l'alcool, etc. Ouais. Mais en gros, mais tu sais ce que c'est l'argument des gens qui sont contre toi? Je dis pas que je le suis, hein, mais l'argument des gens contre toi, c'est du coup, dans ce cas-là, on va autoriser la consommation de cocaïne, puis de morphine, puis d'héroïne. Ouais, ça c'est l'argument de la pente glissante, ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est un truc très utilisé aussi en débat, mais alors que c'est pas valable parce que c'est pas comparable en fait. Mais exactement. Sachant que le cannabis a des effets pas gigantesques en termes de danger, c'est vraiment du long terme, tu vois. Je dirais même que les clopes là, les mélanges, parce que c'est pas le tabac. Le tabac, il y a une partie, mais dans les clopes, tu sais qu'il y a plein de saloperies. Il y a plein de... Et je pense même l'alcool est plus dangereux que le cannabis. Bah après, je pense aussi, mais encore une fois, je pense que c'est aussi une question de culture. Mais après, pour en finir un peu avec le cannabis, je pense que les gens aussi, ils sont... Surtout les jeunes qui en consomment beaucoup, c'est aussi une sorte de... Je suis différent, tu vois, Ouais. Surtout au lycée, tout ça, je veux me différencier de l'autre. Comment je fais? C'est stylé. Je fume un joint. Les groupes Exactement. aussi, les groupes sociaux. T'as des groupes où il y a des soirées pour fumer. Si tu vas dans ces soirées et que tu fumes pas, t'es très mal vu et tu te fais même ostraciser. C'est compliqué. Enfin bref. C'est compliqué.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la rareté? C'est que, par rapport à cette rareté, il y a d'autres concepts qui sont créés, comme notamment les files d'attente. Par exemple, quand tu prends des grands magasins et tout, et ben, des gens, des fois, ils simulent la file d'attente. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, ah, ben, s'ils font la file d'attente, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est unique. Il y a une demande qui est forte. Il y a une demande qui est forte. Il y a une potentielle rareté du produit, puisque le produit va partir vite. Exactement. Et encore plus quand, cette fois-ci, il y a des queues, par exemple, dans des maisons de luxe, des maisons de mode, où cette fois-ci, là, les pièces sont vraiment en quantité limitée. C'est ce qui fait un peu le luxe, tu vois. Bah, Apple. Bah après, Apple, ils sont connus pour ça. Bah ouais, mais c'est pas vraiment du luxe parce que tout le monde peut s'acheter un. Enfin, genre, je veux dire, si t'as des sous, tu peux t'acheter un Mac. Des files d'attente. Les files d'attente. Ah oui, les files d'attente. Bah, c'est pour ça. La spécialité, c'est Apple. Hein. Bah non, mais c'est surtout. Les gens qui campent pendant un jour. Bah c'est ça, mais c'est parce qu'en gros, ils ont basé leur stratégie sur ça en offrant des cadeaux. Tu vois, les Apple Store, à chaque fois qu'ils ouvrent, ils donnent des cadeaux aux premiers arrivants. Effet de rareté. L'iPhone 15 est sorti il y a pas longtemps. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est préparé. Tiens, c'est bizarre. Le 15 Pro, le 15 Plus et le 15 Pro Max sont pas disponibles ou en quantité très limitée. Exactement. Et tous les opérateurs, ils l'ont au compte-gouttes. C'est bizarre. En fait, c'est un effet de rareté. Mais totalement. Ils font exprès de faire ça. Ils ont les stocks, mais ils font exprès de faire ça. Exactement, ça crée encore plus de hype. Ouais, ça crée surtout une sorte de pulsion, en fait. Une envie, en fait, qui te démange en mode « Putain, je le veux, je peux pas l'avoir, alors que j'ai l'argent. » Tu vois? Ouais, non, en mais fait, c'est ça. Et les personnes qui ont les moyens, ils perdent le contrôle, tu vois? Mais c'est ça. Et après, en plus, ça peut donner lieu au marché, entre guillemets, noir des scalpers, tu vois, qui achètent des grandes quantités, tu vois, par exemple, dans les sneakers, et qui les revendent super cher. Ouais. Enfin bref, pour finir sur la rareté, je voulais juste revenir sur le principe de file d'attente, qui est aussi lié à un autre principe qu'on verra brièvement plus tard, qui est la preuve sociale. Ouais. Le fait que tout le monde fasse la queue, ça, on va entre guillemets se rassurer et dire que bah, si tout le monde fait ça, ça veut dire que ça doit être quelque chose de quali, etc. Plus il y a de personnes qui vont dans un sens, plus on aura tendance à aller confiance et tendance à aller dans ce sens. C'est un phénomène très classique de la preuve sociale qui expliquait tout simplement qu'on est des êtres sociaux et que dans la majorité des cas, on considère que si beaucoup de personnes vont vers quelque chose, il y a plus de chances que ce soit sécure, que ce soit qualitatif. Alors, de base, je trouve que c'est un principe qui est totalement logique et totalement vrai. Si on remonte à 3000 ans avant, tu vois beaucoup de personnes qui sont dans un endroit, tu vois, tu sais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu sais qu'il y a par exemple un lac, il y a par exemple de quoi se nourrir, tu vois. Donc au final, c'est logique. Là où il y a le plus de monde, c'est là où tu auras potentiellement le plus de ressources et le plus d'intérêt. Mais le problème, c'est que les marques, elles l'utilisent. Bah c'est ça, c'est comme on avait dit en introduction, c'est des sortes de signaux vitaux, tu vois, qu'on a appris depuis des années, qui fait qu'on généralise ça. C'est les raccourcis, les biais cognitifs, etc. Ouais. Et pour juste finir un peu sur la rareté, j'aimerais qu'on parle un peu de comment en fait on peut se protéger de ça. Tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment pas évident avec le principe de rareté, c'est qu'en fait notre émotion est beaucoup très impulsif. C'est ça. C'est rapide en fait la rareté. Exactement. Et il faut se dire que l'émotion va prendre le pas sur la cognition. Du coup, la cognition, c'est la pensée rationnelle. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de sentir un peu ce dérèglement émotionnel quand on a une sorte d'euphorie pour un objet ou pour un service. Essayer de se rendre compte de non. Pourquoi j'ai envie de encore une fois, est-ce que j'ai besoin, comme tu nous avais dit, est-ce que j'ai besoin de ce produit? Est-ce que je mettrai autant? Est-ce que j'aime ce produit parce que j'en ai besoin maintenant? C'est ça. Et est-ce que j'étais intéressé avant par ce produit? Qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas ce produit? Si je l'ai pas et que je l'achète dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. C'est ça. Parce que c'est surtout une question de temps aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est sur quoi Amazon joue énormément. Depuis qu'ils ont fait la livraison au lendemain. Ah non, mais c'est devenu monstrueux parce que là. Mais je pense qu'il y a un bail aussi de le jour même. Alors. Pour certains produits, j'avais vu que genre tu peux l'avoir en 2 heures. Non, pas en 2 heures. Impossible. Je crois que j'avais vu en tout cas la journée, oui. Faut vraiment que ce soit un produit qui soit à côté de chez toi. Mais ouais, mais sur certains trucs, j'ai vu genre c'est une dinguerie. Hein. Je crois que c'est Amazon Day, un truc. Enfin, je sais plus. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, ils sont forts Amazon. Je l'ai tout de suite, ouais. C'est monstrueux. Mais du coup, pour éviter ça. Bah du coup, prendre du recul et essayer de se poser analyser son émotion et se poser des vraies questions. Est-ce que genre un peu comme la sympathie en fait. C'est ça. Et surtout, est-ce que ce produit me plaisait avant, tu vois?
Est-ce que Ouais. c'est de par la rareté, la quantité limitée, que je suis attiré par ça? Ouais, est-ce que avant j'attendais vraiment ce produit? Comme moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté une formation en e-commerce. Au moment où j'allais payer, je me suis dit, attends, est-ce que t'as été vers la formation parce que tu connaissais le mec, parce qu'il l'a bien vendu, parce que c'était quoi? C'était la vidéo qu'il a fait. Sa conférence était bien. Est-ce que le prix était bien? Ou parce que le produit t'intéresse vraiment? Et du coup, j'ai essayé de me remonter. Je me suis dit, bah, en fait, non. En fait, ça fait des années que t'aimes le commerce. T'es bon dans le commerce parce que t'as déjà travaillé dedans, tu vois. Je fais aussi de la psychologie, hein, mais j'aime aussi le commerce tout autant. Surtout que En c'est lié. général, c'est ça, puis c'est souvent lié. Et puis, dans tous mes jobs étudiants, mes jobs à côté, mes jobs d'été, j'ai toujours été dans la vente et j'ai toujours aimé ça. J'aime bien le jeu de rôle et j'aime bien communiquer avec les clients et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je disais quoi? Tu parlais de ta formation Oui, d'e-commerce. et du coup, la formation, je me suis vraiment posé la question. En fait, je me suis dit, bah oui, en fait, le commerce, je me suis toujours intéressé à ça. Et l'effet de rareté, il s'est estompé. Et j'étais beaucoup plus serein et moins impulsif quand j'ai dépensé. Et encore aujourd'hui, je regrette pas du tout. Même si je la regarde pas, même si mon commerce ne marche pas, j'ai aucun regret. Alors que quand t'as affaire à l'effet de rareté, comme c'est impulsif, tu peux avoir une montée rapide, mais aussi une descente très rapide. Quand tu as le produit, tu te dis, en fait, j'ai pas tellement besoin que ça. Et ça t'a pris combien de temps d'évaluer si t'allais acheter ou non cette formation? Genre quand t'avais ta carte bleue en main, tu vois, tu t'es dit... Enfin, comment t'as... Un jour. Un jour? Ok, ouais, du coup c'était... Un jour à 100% pour me dire, ouais, c'est bon. Ok, ouais, parce que ouais, faut savoir, je pense vraiment... Ah, c'est long. Le maître mot, c'est méfiez-vous de l'impulsivité, c'est votre pire ennemi. Ouais, en vente, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je voulais donner je parlais de l'exemple du diamant. J'adore cet exemple, parce que quand je l'ai appris, il m'a retourné le cul. C'est tout simple. Le diamant, on est d'accord, c'est quelque chose qui est extrêmement cher, qui est considéré comme rare. T'offres une bague en diamant, on sait que c'est cher, on sait que c'est incroyable, etc. D'accord. Est-ce que tu savais que le diamant, c'était pas comme on pourrait l'appeler une pierre précieuse, en tout cas une pierre rare? C'est une pierre abondante. Le diamant n'est pas rare. Pourquoi il est aussi cher et pourquoi il est considéré comme rare? C'est tout simple. La plupart des minerais de diamants se trouvent au Congo et tous les pays qui sont autour. Malheureusement, on sait très bien que le Congo a été colonisé par la Belgique, et assez atrocement d'ailleurs. Je crois que c'est un des pires pays colonisateurs. Et le problème, c'est qu'ils ont récupéré toutes les mines de diamants du Congo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ça appartient à une famille. Le diamant, ça appartient à une seule famille. Une seule famille, une sorte de grosse entreprise, tu vois, une dynastie, comme on pourrait dire, tu vois. Mais en fait, c'est tout simple. Comme il n'y a que eux qui ont le stock, et sachant qu'il y a d'autres entreprises qui l'ont, mais ils ont beaucoup de parts dedans. Ils ont pris un contrôle. Ils ont un contrôle total du stock. Et du coup, ils mettent le prix qu'ils veulent. Et comme c'est une pierre précieuse, eh ben, ça peut être estimé à des montants énormes. C'est pour ça que le diamant est si cher. Pourtant, il n'est pas abondant. Il y a des stocks qui sont assez forts de diamants, assez hauts. Il y en a plein de disponibles. Mais c'est évalué comme cher à cause de cette famille. C'est le principe, le tout premier principe de rareté. On te crée quelque chose de rare alors qu'il ne l'est pas forcément. Mais là, du coup, c'est par principe d'autorité. Faut savoir d'ailleurs que tous les principes de manipulation, ils s'entremélangent. C'est ça qui est assez marrant. Par exemple, la sympathie peut être utilisée en même temps que la rareté, par exemple, tu vois. Et là, ici, l'autorité est utilisée en même temps que la rareté. J'ai l'autorité sur un produit et je le rends rare. Bah c'est ça, c'est Je le rends généralement inaccessible. multiplier les armes de persuasion, C'est de ça. manipulation et d'influence, ça va avoir des effets ravageurs et ça va être d'autant plus fort et impactant. D'autant plus puissant. Ouais. Bah, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur l'autorité, parce que je viens d'en parler, du coup. Alors, l'autorité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément vu comme un effet de supériorité. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est pas parce que une personne a de l'autorité dans un domaine que vous allez obligatoirement la suivre dans ce domaine. L'autorité, elle s'étale
dans tous les domaines. Par exemple, une personne, un médecin, il va être beaucoup plus pris en confiance qu'un ouvrier. Et là, je parle pas dans la médecine. Je parle juste de son grade. Son grade de médecin lui permet d'avoir plus de comment dire, de puissance, de manière générale, de contrôle sur les gens. Juste parce qu'il a ce titre de médecin. Il a ce titre. Et d'influence, du coup. D'autorité. Et d'influence, forcément. J'ai envie de commencer par 2 exemples sur l'autorité qui sont assez sympas. Un des premiers exemples, pour faire comprendre en quoi l'autorité est puissante, c'est une expérience qui est toute simple. C'est mené dans une banque, une très grande banque, tu vois. Et il y a un appel aux dons qui va être fait. Un appel aux dons, alors je sais plus ce que c'est, il me semble que c'est pour une assurance ou pour une association. Peu importe, ça importe peu malheureusement. Ils vont faire un appel normal aux dons. Ils vont aller voir, sachant que, faut savoir que tous ces banquiers sont très riches. Une très grosse banque puissante, des banquiers très riches. Ils font un appel aux dons normal. 5% de personnes disent oui. Ils font un appel aux dons en utilisant une technique de sympathie, tu vois. Une personne très sympa, qui va se lier d'amitié, etc. 7%. Bon, ok, ça marche, mais sans plus. Ils vont utiliser le principe de réciprocité. Ils vont offrir quelque chose et ensuite demander de faire un don. 11%. Pas mal. Et le dernier, à 17%, le PDG de la banque qui envoie un mail à tout le monde en disant voilà, il y a une association, c'est pas obligatoire, mais j'aimerais que vous fassiez un don pour cette association. Et là, on monte à 17%. On est quasiment 3 fois plus fort qu'une demande normale, juste parce que le PDG te l'a demandé, sans te l'imposer. Là, déjà, on commence à voir la puissance du biais d'autorité. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui est beaucoup plus long et complexe à expliquer, que tu connais très bien, et qui est connu par la majorité des gens, c'est l'expérience de Milgram. Pourquoi elle est autant connue ? Parce que elle est incroyable. Le principe même de l'expérience est incroyable. Deuxième chose, elle a été répliquée plusieurs fois, avec beaucoup de variantes. Et ce qui fait que, même si on peut avoir les hypothèses qu'on veut, toutes les variantes, elles montrent à chaque fois la même chose. Exactement. La même conclusion. Peu importe dans l'espace-temps aussi, parce que ça a été refait, 10 plus ans tard. et 10 ans et 10 ans C'est après. exactement pareil. Bon, pour le contexte, cette expérience, ça a été fait juste après la Seconde Guerre mondiale. En fait, Milgram, il était tout simplement effaré que autant d'Allemands soient partisans de l'Holocauste, tu vois, de Mein Kampf, de ce que tu veux, de l'idéologie nazie, alors que c'est une idéologie qui est quand même très extrémiste, très particulière. On a quand même demandé à la majorité des hommes d'Allemagne, qui étaient devenus soldats, de faire des trucs atroces, de tuer des gens, de tuer des innocents, des personnes qui ne bougent pas, de les mettre dans des chambres à gaz. Enfin, voilà, on va pas tout faire, mais c'est assez affreux. Comment il a fait pour soumettre ça à tout le monde ? Bah, Milgram, il devient fou. Il se dit, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'on arrive à faire ça ? Il va essayer d'expliquer ça, du coup, par l'autorité. Qu'est-ce qu'il va faire ? Expérience toute simple. Tu veux l'expliquer ou je l'explique ? Non, vas-y. Ok. Pour essayer de résumer l'expérience de Milgram, elle est assez longue et assez complexe si on voit dans les détails. Je vais essayer d'être assez bref. Donc de base, Milgram présente ça comme une expérience sur l'apprentissage, tout simplement. L'apprentissage et la punition. Ok, rien de spécial. Il va recruter des sujets, il va les mettre dans une pièce qui est divisée en 2. Il y a une partie de la pièce où il y aura un écran avec un prompteur et une sorte de tableau électrique avec un buzzer. Ok. Et dans la deuxième partie de la pièce qui sera pas visible par le sujet, il y aura des complices de l'expérience qui ont été payés par Milgram, le chercheur. Ces complices, ce sont des acteurs. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement demander au sujet, voilà, le but c'est de faire apprendre à la personne, je crois que c'était une série de mots par exemple, faire apprendre à la personne une série de mots et les répéter. Les sujets sont les professeurs,
et les élèves, en fait, sont les complices. Donc, c'est quoi leur tâche? Il y a une série de mots qui va apparaître. Le complice va devoir répéter la suite de mots. Mais le principe de l'expérience, c'est que l'acteur va faire exprès de faire des erreurs. Et l'objectif, c'est que la demande de Milgram, c'est qu'à chaque fois que l'élève fait une erreur, il va avoir une punition. Et cette punition, en fait, c'est un choc électrique. Donc, ce qu'il va faire, c'est que plus l'expérience va avancer, plus les chocs électriques seront de plus en plus puissants. Donc, forcément, les acteurs, ils sont payés pour ça. Ils vont pas recevoir de choc électrique. Par contre, ils vont simuler de se faire électrocuter. Donc, les premières fois, bah, c'est quelques volts. Donc voilà, ils disent aïe, tu vois, ils sont électrocutés. Par contre, plus ça va avancer, plus les complices, ils sont en charge d'imiter des erreurs. Et donc, du coup, plus ils font d'erreurs, plus ils doivent augmenter la puissance de la décharge. Et ce qui s'est rendu compte, c'est que quand tu as les chercheurs qui vont demander au sujet d'augmenter à chaque fois la puissance, ce qui est perturbant, c'est que dans 2 tiers, donc 65% des cas, les professeurs, ils vont jusqu'aux décharges mortelles. À savoir que les décharges mortelles, c'est indiqué sur le panneau électrique. En plus, à chaque décharge, plus elles sont puissantes, plus tu as les cris de l'acteur. Donc ça veut dire que ils sont professeurs, l'élève en face, il fait des erreurs, ils leur mettent des décharges. Mais ils leur mettent des décharges de plus en plus fortes, jusqu'au point où ils vont les tuer. Et pourquoi ils font ça? Et pourquoi la majorité, 65%, le font? Tout simplement parce qu'il y a une figure d'autorité sur le côté, qui est le chercheur, en fait, Milgram, qui va leur imposer et leur insuffler à chaque fois, même quand ils ont plus envie. Non mais attendez, je vais pas augmenter le voltage, il est en train de crier, il a dit qu'il était cardiaque, il va mourir. Et ben même en disant ça, le fait que le chercheur mette la pression en disant non, il faut continuer l'expérience, et ben il continuait. Même s'il savait qu'ils allaient potentiellement tuer la personne en face. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de variantes qui ont été faites par Milgram, parce qu'il comprenait pas comment c'était possible. Il a fait une variante où à la fin, le mec il répond plus. C'est-à-dire que l'acteur il fait des cris de mort à la fin et il répond plus. Au bout d'un moment il répond plus. C'est-à-dire qu'il y a les décharges électriques et on n'entend plus rien, comme si le mec était mort. Et ben je te jure, les gens ils continuent à envoyer des chocs électriques juste parce que t'as le chercheur derrière qui dit non t'inquiète, continue. Et en fait il est vu comme une figure d'autorité. C'est une personne qui est très compétente dans le domaine. Et les gens n'osent pas aller contre. Autre chose importante, ça a été fait avec les femmes. Parce que de base, l'expérience a été faite avec des hommes. À ton avis, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Je crois qu'il y en a, mais pas beaucoup, non? Bah, il y en a pas. Pas du tout. Moi, de base, je pensais qu'il y en avait. Je me suis dit, oui, voilà, les femmes sont moins agressives, etc. Je sais pas quoi. Il n'y a aucune différence. Quand le mec, il énonce qu'il est cardiaque dès le début et qu'il peut potentiellement mourir avec des décharges, aucune différence. 65%. J'avais vu aussi que par rapport aux variantes, il y avait quand la personne elle administrait des coups, il y avait une variante où quand tu voyais la personne, une autre variante où t'avais que le son, une autre variante où t'avais que l'image mais pas le son, je crois. Ouais. Et quand tu vois la personne, tu te souviens des résultats? Non, je me souviens plus trop, mais ouais, il y avait pas mal de résultats, mais je crois que plus tu vois la personne, moins tu continues jusqu'au bout, je crois. Ouais, je pense. Mais d'ailleurs, il y avait un truc marrant aussi. Ils ont fait la même expérience, sauf qu'il y a 2 chercheurs et non pas un. Et du coup, en fait, c'est 2 chercheurs qui vont provoquer une sorte de... un conflit, un débat. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui va dire si, il faut continuer, il faut faire l'expérience. Et il y en a un autre qui va dire non, en fait, il faut pas continuer, le mec est en train de mourir. Arrêtez tout de suite. Et à ce moment-là, au lieu de choisir le propre choix du sujet, c'est pas le sujet qui va faire son choix, il sera perdu, il va pas savoir quoi faire. Et en général, les réponses, c'est il va falloir vous décider parce que je sais pas quoi faire. D'accord? Il va pas faire un choix de parti. En fait, il va essayer d'évaluer qui est le plus autoritaire entre les deux. Et en général, c'est celui qui dit de continuer qui est plus autoritaire.
Et du coup, il continue l'expérience. Donc même quand tu as une situation d'incertitude, l'autorité fonctionne. Mais du coup, je sais pas si, puisqu'il y a toujours un intérêt à un processus, c'est quoi l'intérêt de l'autorité? Pourquoi on est autant soumis à cette autorité de base? Tu connais l'intérêt? Bah, je pense que c'est parce qu'on la craint, on a besoin d'ordre dans une société, non? Exactement. En fait, ça permet donc déjà de l'ordre, ça permet aussi de développer les sociétés au niveau des structures, des ressources, des commerces, de la protection aussi. Le fait d'avoir une hiérarchie, ça permet de scale un peu, tu vois. Parce que tout le monde ne peut pas être PDG, malheureusement, c'est pas possible. Et troisième chose, ça permet à ceux qui en savent plus, ceux qui sont meilleurs, d'enseigner. S'il n'y a pas de position d'autorité, bah en fait, on refuse de recevoir des enseignements, des apprentissages. Il faut savoir que la figure d'autorité, elle commence dès le plus jeune âge. Les parents, c'est une figure d'autorité qu'on respecte plus que tout. Après, t'as les professeurs. Après, t'as les PDG. Donc au final, on a toujours ces figures d'autorité. Et est-ce qu'elles sont toutes mauvaises? Je pense pas. Tes parents, ils ont peut-être été autoritaires, mais pour autant, ils t'ont appris pas mal de choses. Donc au final, la figure d'autorité, elle est pas si mauvaise, tu vois. Elle a un vrai intérêt. Et j'aime bien faire un parallèle avec la religion. Parce que la religion, ils utilisent aussi le biais de l'autorité. Tu sais pourquoi? Bah, déjà dans la base de la Bible, entre guillemets, avec le fait que si on désobéit à Dieu, on est puni, par exemple, avec Adam et Ève, non? Tout simple. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc il n'y a pas d'autorité au-dessus. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous, bah, tu dois être soumis. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour faire admettre des règles ou des habitudes de gens. Par exemple, je vais te dire, tu dois pas, tu dois pas manger de porc. Tu vas me dire, bah non, j'ai envie de manger du porc. Ok. En fait, il y a un dieu tout en haut, et si tu manges du porc, tu finis en enfer. Tu peux pas être au-dessus de ce dieu. Donc forcément, tu vas t'y soumettre. Tu comprends? C'est ça en fait. La religion et les dieux sont des figures d'autorité. Et ces religions, elles ont réussi à persister parce qu'il n'y a rien au-dessus de l'autorité. Donc forcément, tout le monde est soumis à ça. Tu comprends? Et ouais, il y a aussi une raison aussi pour encadrer le manque de savoir d'avant aussi. Il me semble, par exemple, le porc, c'était facilement... il y avait facilement périssable. Des microbes. Ouais, voilà, c'était facilement périssable. Du coup, ils essayaient de limiter comme ça. La religion, elle a souvent permis d'avoir une certaine cohésion, de limiter les meurtres, ce genre de choses. Par exemple, si tu tues ton prochain, c'est pas bien. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais le fait qu'ils aient peur de quelque chose qu'ils peuvent pas atteindre, d'une autorité qu'ils ne peuvent pas atteindre, qu'ils peuvent même pas contester, bah forcément, ça va réduire le nombre de meurtres. C'est ça, et ça inclut des valeurs et ça crée de l'ordre dans une société, quoi. C'est ça, exactement. Et en soi, la science, c'est un peu comme une religion en soi, tu vois. Bah ouais. Moi, je suis pas contre la religion. J'aime bien la comprendre, j'aime bien l'étudier. Bah je suis ouais. pas du tout contre, hein, c'est une sorte de philosophie de vie, tu vois. Totalement. Pour moi, c'est impératif que chacun ait une croyance, tu vois, que ça passe par la religion, par la philosophie, même si c'est très lié, par la soif de connaissance, par le fait de trouver un sens à sa vie, tu vois, t'es obligé, parce que sinon, la vie elle est absurde, tu vois, parce que t'as pas de sens, hormis peut-être perpétuer l'espèce. Sinon, tu vois, la vie n'a pas de sens. Du coup, c'est pour ça que c'est fondamental pour moi de trouver un sens. Mais du coup, alors, les dangers de l'autorité, qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que c'est la manipulation de masse et c'est les désastres comme ce qui s'est passé en Allemagne. Ah ouais, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Non, mais je pense que ce qui est aussi super important à analyser, c'est les différents paramètres qui rentrent en compte dans cette étude de Milgram. C'est tout d'abord les titres, tu vois. Le fait que avoir un titre, c'est quelque chose qui est très difficile à acquérir, ça prend généralement beaucoup de temps. Par exemple, être docteur, c'est des études qui prennent énormément de temps, mais pourtant, c'est facilement falsifiable. Ouais. En plus de ça, c'est un des dangers, justement. C'est ça. Comme tu l'avais dit précédemment, quand t'es docteur, tu as plus d'influence, même en dehors du travail. Ouais. T'es plus reconnu socialement. Ensuite, dans l'expérience, faut savoir qu'il y avait la blouse blanche. Faut savoir que les vêtements, c'est aussi beaucoup utilisé. T'sais c'est utilisé aussi beaucoup par les escrocs, le fait de bien s'habiller ou bien le fait d'avoir une tenue chic, se faire passer pour un docteur quand t'es un escroc, etc. Ouais.
Et après, on a aussi les accessoires. Là, c'était un peu moins le cas dans l'expérience, mais par exemple, aux USA, on constate que les voitures de luxe, ça suscite moins de klaxons que les voitures classiques, on va dire. Alors que si on demande conseillement aux gens, est-ce que vous allez moins klaxonner une voiture de luxe, ils vont dire, bah non, on s'en fout en fait. Alors que pas du tout. C'est une sorte c'est un faux titre d'autorité au final. Exactement. Et du coup, par rapport au titre, tu veux finir sur 1000 grammes ou... Non, bah 1000 grammes, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Hein. Ok, bah je vais parler alors vite fait de l'expérience où en fait c'est quelqu'un qui va se faire passer pour un docteur et en fait il va appeler un hôpital. Ah, elle est incroyable cette expérience. Exactement. Elle est dingue. Et justement, en fait, je voulais en parler parce que c'est justement un des dangers de l'autorité. Le problème de l'autorité, c'est que quand on la suit, en général, on réfléchit pas. C'est ça. Et en gros là, ce qui était remis en question, c'était le fait que là dans cette expérience, on va avoir un chercheur qui va se faire passer pour un docteur. Il va appeler un hôpital et il va dire à une infirmière, il faut que vous me cherchiez 7 doses de médicaments pour ce patient-là. Faut faire ça rapidement, etc. Et du coup, là, l'infirmière, elle va dire ah ok, d'accord, bah tout de suite, je vais chercher ça. Et elle va même jusqu'à administrer la dose létale à cette personne. 95%. C'est ça, qui peuvent tout simplement la tuer, juste parce que il a dit qu'il était docteur et qu'il connaissait ce. C'est ça. Faut savoir les détails. Le médicament n'était même pas autorisé sur le marché. Il était beaucoup trop dosé. En plus, le nom du médecin que le chercheur a annoncé, il était inconnu. Il y avait rien. Et en plus, c'est par téléphone. Ouais, et par téléphone, c'est interdit. On fait rien par téléphone. Donc là, il y a 4 biais, enfin 4 passerelles qui ont été passées, juste par autorité. Juste parce qu'elles ont entendu médecin. C'est ça, alors que la personne n'avait aucune qualification. Ouais. C'est ça qui est fou, et il y a eu aucun check, aucun contrôle, il y a eu... Enfin bref, c'est vraiment super surprenant, et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier et toujours questionner et prouver l'identité de votre interlocuteur. Ouais, ça arrive souvent dans le milieu médical. Hein. Il y a pas mal de hiérarchie dans le milieu médical de manière générale. Quand il y a une erreur, si c'est un médecin qui fait une erreur, tu vas pas avoir les infirmières ou les aides-soignantes qui vont aller contredire le médecin. Même si l'infirmière elle a 30 ans d'expérience, bah malheureusement c'est quand même le médecin qui va venir décider, tu vois. Donc c'est vrai que la hiérarchie elle peut être à double tranchant, tu vois. Mais du coup, comment les gens peuvent être perçus comme une figure d'autorité? Il y a 3 piliers pour être perçu comme une autorité. Bah, le premier, c'est la compétence. On en a parlé tout à l'heure. La compétence, avoir des diplômes, des connaissances, des aptitudes, quand tu es sportif par exemple. Ça provoque un effet de halo en plus en général, donc ça te rend plus beau, plus intelligent, etc. Plus grand. C'est ça, plus grand aussi, effectivement. C'est important. Les personnes qui ont beaucoup de pouvoir sont souvent perçues plus grands. Ouais, exactement. C'est assez intéressant. Ouais, c'est assez marrant. J'ai vu l'expérience avec les enfants là, qui les voient plus grands. Les symboles aussi, comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc ça peut être l'argent. L'argent, c'est un symbole d'autorité. Les uniformes, ça peut paraître bête, mais un costume. C'est ça, une blouse blanche. Une blouse d'avocat. Bah, tout ça donne une figure d'autorité. Et le respect aussi des autres. Ça, c'est un peu la preuve sociale. Si tout le monde est soumis face à quelqu'un, bah, ça te donne une figure d'autorité. Forcément, tu vois. Par exemple, au lycée, au collège, quand t'avais des mecs populaires, ils avaient rien de particulier, mais ils étaient populaires. Et bah, ils devenaient des figures d'autorité. Juste parce qu'ils étaient appréciés des autres, tu vois. Et il y a aussi un 3e pilier qui est réussir à augmenter la fiabilité. C'est-à-dire accorder une confiance quasi aveugle par une fiabilité énorme, tu vois. Je vais tellement te rendre service, tu vas tellement avoir confiance en moi que je vais passer au-dessus de toi et je vais avoir une certaine autorité envers toi, tu vois, un certain contrôle de toi, tu vois. Pour éviter en fait de se faire avoir par des autorités, par des figures de merde. Par des usurpateurs. Bah ouais, par des usurpateurs. Scammers. Par des personnes qui abusent de leur pouvoir.
Ou de leur non-pouvoir, justement. Déjà, il y a une chose qui est toute bête, mais quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui réussit mieux que vous, qui a un grade au-dessus de vous, et qui vous donne un conseil ou qui vous fait une demande, demandez-vous si la personne elle est vraiment apte ou vraiment experte dans ce domaine-là. Tu vois ? Un avocat, il est au-dessus de toi en droit, mais pas au-dessus de toi dans d'autres choses. Tu vois ? Ça, c'est une première chose. Donc, remets l'expertise où elle est vraiment. C'est pas parce que le mec, il est médecin qu'il est forcément plus fort que toi dans d'autres choses. Et puis, évaluer aussi l'honnêteté de la personne. Savoir si on donne notre consentement, par exemple, ton manager, il te donne un truc, il te demande, vas-y, est-ce que tu peux me faire ça ? Pour évaluer l'honnêteté, il faut que tu réussisses à te demander c'est quoi l'intérêt de la personne qui me le demande. Est-ce que moi, j'ai un intérêt à faire ça ? Si au final, l'intérêt, il est à 100% à la personne, tu sais qu'en fait, t'es en train de t'es en train de te faire soumettre par la figure d'autorité. Parce que toi, t'as aucun intérêt à le faire, tu vois ? Ou quasiment aucun. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'autorité. Ouais, je pense. On Après, verra peut-être plus tard. essayer de checker par des preuves un peu explicites si jamais les personnes ont vraiment des diplômes ou pas. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a un exemple Ouais, logique. typique, genre s'il y a des gens qui viennent sonner tu à ta porte, googlises. qui disent que c'est des experts en je sais pas quoi, ou en sécurité par exemple, et en gros les gens ils vont, ça c'est beaucoup fait, ils vont checker ta maison en mode ouais bah ici faut faire attention, alors qu'en réalité c'est un repérage pour voir ce qui a volé. Toujours vérifier la fiabilité et la légitimité de la personne. Est-ce qu'elle a un badge ? Est-ce que c'est un vrai badge ? Est-ce qu'il n'est pas falsifié ? Est-ce que c'est la société reconnue ? Regardez les avis aussi. C'est des choses qui sont primordiales et malheureusement, par flemme ou des fois on se laisse facilement berner par les différents paramètres, les costumes, les titres, etc. On se fait souvent berner. Du coup, c'est toujours important et fondamental de toujours faire plusieurs vérifications avant de se laisser soumettre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu savais qu'il y avait un effet pervers sur les avis de manière générale ? En fait, entre 4,7 et 5, si ton produit ou ton service se trouve dans cette note, eh ben, il y a plus de méfiance. Parce que c'est vu comme trop bon. Genre, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. J'avais vu cette expérience, je me suis dit, on est vraiment bête. Genre, si on voit un truc trop parfait, on va se dire, non, c'est pas possible. Moi, perso, j'ai pas ça. Hein. T'as ça, toi ? Bah, tu sais, des fois, tu t'en rends même pas compte. Hein. Peut-être. Moi, des fois, quand je vois 1000 avis 4,9, je me dis, Parce que moi, Ouais. je sais que généralement, en dessous de 4,5, j'y vais pas, tu vois. Mais dès Ouais, que c'est supérieur, aussi. tu vois, j'y vais, genre. Je sais pas. J'avais vu ça après. Après, peut-être tout le monde n'est pas sensible à ça, tu vois. Ouais, je pense que ça dépend des gens. Euh, On parlerait pas d'un... Tu veux parler d'un autre principe ? la preuve sociale, on en parle vite fait, tu vois. Bah, vas-y, explique ce que c'est un petit peu la preuve sociale. Bon, en gros, qu'est-ce que la preuve sociale ? C'est un concept très simple à comprendre. C'est le fait que si, par exemple, vous êtes à une table et que tout le monde vous êtes 10, on va dire, et que tout le monde mange, je sais pas, du poulet d'une façon particulière, si les 9 personnes mangent sans couvert, vous allez être beaucoup plus influencé de manger également avec les mains ou avec des couverts. Et c'est pour ça que il y a un phénomène pervers à ça, qui est l'ignorance collective. En gros, qu'est-ce que c'est ? On reprend le principe de base de la preuve sociale, qui est que plus il y a des gens qui font un comportement, plus on va l'adopter en fonction du contexte et de la situation. Il y a des facteurs qui renforcent cette preuve sociale, qui sont notamment l'incertitude. Quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr de grand-chose, que vous êtes un peu perdu, vous allez avoir beaucoup plus tendance à imiter les autres. Le danger aussi, il me semble, non ? Il n'y a pas des situations de danger où on va avoir tendance justement à suivre les autres ? Si, c'est insécurité aussi. Ouais. Et en gros, on a observé l'effet inverse, qui est, par exemple, dans le métro, quand il y a quelqu'un qui va se faire agresser, Ouais. et naturellement, n'importe qui devrait intervenir, mais on a remarqué que plus il y avait de gens, moins les personnes vont être susceptibles à intervenir pour sauver cette personne agressée. Dilution de responsabilité. Exactement, parce que les gens vont se dire, il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est sûr. Ah ouais. Et tout le monde va se dire ça, ce qui fait que personne ne va intervenir, et que si jamais ils vont être reprochés de ne pas avoir intervenu, ils vont juste dire, c'est de la dilution de responsabilité, en mode, c'est pas moi, il y avait plein d'autres gens et tout, franchement, n'importe qui aurait pu intervenir. Puis il y a aussi la peur de l'approche, c'est-à-dire la peur de se retrouver dans une situation un peu humiliante, ou par exemple
quelqu'un qui se fait agresser, tu vas pour l'aider, puis tu te retrouves à te faire agresser aussi. Il y a aussi cette peur au final. Et en fait, le mélange de toutes ces craintes, bah, ça fait qu'on n'agit pas. Et il me semble, on l'avait vu en course en plus, qu'il y avait eu beaucoup de meurtres qui étaient tristement observés. Je crois qu'il y a une meuf qui arrivait dans le palier de son bâtiment, tu vois, genre dans la cour de son bâtiment, et il faisait chaud, il y avait toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, tu vois, il y avait plein de monde et tout. Et en fait, elle s'est fait agresser dans la cour de son bâtiment. Elle criait, bien sûr, au secours, je me fais agresser, aidez-moi. Bah, en fait, il y a tout le monde qui regardait. Et il y en a pas un qui a appelé la police. Et une fois qu'elle s'est fait, je crois, elle s'est fait violer et elle s'est fait voler. Je crois que c'est 15 ou 20 minutes après, il y a quelqu'un qui a seulement dédaigné à appeler la police. C'est quand même horrible de se dire ça. Hein. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça avec des gens qui se font tuer et que sans avoir aucune réaction derrière. C'est assez triste. Hein. C'est lamentable, mais ouais, malheureusement, ça illustre bien ce propos. Et le dernier facteur aussi qui participe à la preuve sociale, c'est du coup la similarité. C'est le fait que, en fait, on va plus se conduire comme les personnes qui nous ressemblent. Et c'est pour ça aussi que pour les campagnes de sensibilisation, ça a beaucoup plus d'impact quand ça va être les mêmes gens de notre même groupe, c'est-à-dire notre même âge, notre même situation, qui vont parler du sujet. Par exemple, si vous faites une campagne de sensibilisation sur des lycéens, par exemple, ben ça peut être pertinent qu'un lycéen, par exemple, s'exprime et dise son ressenti. Ça va permettre au groupe de lycéens de plus s'identifier, et du coup, ça va permettre par preuve sociale de influencer et de lutter contre le tabac, par exemple. Eh bah, c'est parfait, parce qu'en fait, ce que tu viens de décrire, c'est un peu le principe de l'unité. La preuve sociale et l'unité, je pense, sont assez liés. J'ai essayé de faire un bref retour sur l'unité, parce qu'il est assez intéressant, et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Le principe de l'unité, en fait, c'est tout simple. On fait une différence très forte entre le nous et les autres. Le nous, c'est quoi? C'est l'ensemble des groupes auxquels on peut appartenir, comme tu as parlé juste avant. Par exemple, toi, tu peux te mettre dans le groupe des mecs qui adorent les mangas. Tu vois. Moi, je peux me mettre dans le groupe des personnes qui étudient la psychologie. Je peux me mettre dans le groupe des blancs. Je peux me mettre dans le groupe des français. On appartient tous à des centaines de groupes, tu vois. Que ce soit sur les opinions, sur l'ethnie, sur la religion, sur la nationalité, même sur les similitudes physiques et sur la ressemblance génétique. Et en fait, on va faire des favoritismes qui sont très très forts au sein du groupe. T'en as parlé tout à l'heure, par exemple, avec le mouton noir, c'est ça? Ouais, Black Sheep Effect. Le Black Sheep Effect. Et tu viens aussi d'en parler avec la preuve sociale. Et effectivement, les personnes qui nous ressemblent ou qui font partie de notre groupe social, on va avoir tendance à faire un avec eux, tu vois. C'est comme une sorte de tribalisme, comme si vraiment on faisait partie vraiment de ce groupe, alors qu'en soi, c'est juste une similitude. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette sensation, elle est très puissante et très constante dans le temps. Le problème de cette sensation, elle n'est pas forcément très grave en soi, le fait de s'affilier à des groupes et d'être proche, bah, c'est que c'est super facile d'arnaquer. Tu te souviens, j'ai parlé de Joe Girard, le mec qui était super fort en vente. Et bah, il a été battu. Il a été battu par un mec qui s'appelait, je crois que c'est Ali Ravi. Le mec était encore plus fort que lui. Et pendant longtemps. Tout simple. C'était un immigré arabe américain qui allait aux États-Unis, dans une ville américaine où il y a beaucoup d'immigration arabe. Et ben, résultat, il a joué de ses origines arabes pour vendre encore plus. Donc il a joué le principe de sympathie et en même temps, il a joué les similitudes. Et donc, ce principe d'unité où il a inclus ses clients dans le nous, bah, les gens, ils avaient tellement confiance. C'est normal. On est arabe, il est arabe. Bah oui, j'ai confiance. Bah oui, c'est un mec de chez moi, tu vois. J'ai confiance, tu vois. C'est vrai que ouais, il est très fort ce principe en vrai. Et il a fonctionné pendant plus de 15 ans. Pour te dire à quel point c'est fort. Je sais pas si tu connais Madoff. Pas du tout. Madoff, c'est le plus gros arnaqueur qui ait jamais existé. Tu vois la pyramide de Ponzi? Ouais. Bah en fait, ça a été créé par Madoff. Ça a été créé par Madoff et ça a été réutilisé par Ponzi qui lui a donné son nom.
Et en fait, bah, Madoff, il utilisait pas mal de principes de manipulation. Il en utilisait 2 d'unités. Première chose, il allait dans les clubs je crois que c'est les country clubs américains. Ouais, En fait, ce sont des clubs où il y a que des riches. Et il n'avait pas de sous, et il allait dans ces clubs-là pour se retrouver avec des riches. Deuxième chose, il était juif. Et on a retrouvé que la plupart des personnes qui ont utilisé ces services étaient aussi juifs. Donc on sait qu'il a utilisé ça. Mais genre du 90%. En gros, Madoff, pour faire simple, c'est tout simple. Hein. Toi qui aimes bien la finance, le mec, il arrive et te dit, bah voilà, moi je te propose un plan d'épargne, je crois que c'est un plan d'épargne privé, un truc comme ça, 12% par an. Ah, c'est insane. Pas de limite. Forcément, tu proposes ça à des personnes qui ont la même origine ethnique et religion que toi, plus qui sont dans le même groupe de country golf, plus qui veulent investir comme toi, plus qui s'y connaissent en finance parce qu'ils viennent de Wall Street, ça a cartonné. Mais en fait, le truc, c'est qu'il avait aucun fonds. C'est-à-dire, c'est la pyramide de Ponzi, je ne vais pas l'expliquer, mais il récupère l'argent, et en fait, les intérêts qu'il donne, c'est l'argent de la personne précédente. Tu vois ? Faut savoir, par exemple, que Herbalife, c'est exactement la même chose. J'étais sûr que t'allais me parler de ce groupe-là. Ouais, non, mais c'est probablement un des plus Ils sont très connus. forts en marketing. Hein. Ils sont très forts, et en plus... Comment ils viennent aborder et tout, là, ils essayent de laver leur marque. Parce qu'avant, ils ont été reconnus comme Ponzi, ils ont été jugés, ils ont eu une énorme amende, mais ils sont tellement riches qu'ils ont réussi à faire un lavage de marque et un lavage de cerveau des personnes qui vendent du Herbalife, d'ailleurs. Au niveau de l'unité, bah... Dans la politique, on le retrouve souvent. Les politiciens qui utilisent le nous. Ou alors... ah oui, ça, c'est assez marrant. Je l'ai trouvé tout seul. Par exemple, quand tu regardes un truc présidentiel, tu vois, où ils se débattent tous, en fait, tu peux remarquer que chaque personne, elle va vers une unité de groupe précise. Ouais. Par exemple... Tu fais la droite et la gauche. Exactement. Tu sais que les personnes de la droite, elles vont plus parler des Français, vont plus parler des entreprises, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Les personnes de la gauche vont parler... des immigrés, des minorités. En fait, ils font ça pour se mettre dans des unités, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils vont soutenir, même si la personne, elle est pas de confiance, même si la personne, elle fait n'importe quoi, en fait, s'ils sont dans la même unité que nous, on va avoir tendance à beaucoup plus laisser passer. Pour le sport, évidemment, pour le sport, c'est pareil. C'est... Le principe d'unité, il explique pourquoi les supporters les supporters de manière générale, ils sont aussi agressifs. Parce qu'en fait, c'est pas juste du sport. L'équipe qu'on soutient, ça fait partie de notre unité. Et en plus, en général, ça fait partie de notre pays ou de notre ville. Donc, c'est pour ça que quand il y a des victoires, les mecs, ils vont pas dire ouais, le PSG a gagné. Non, on a gagné, on a bien joué. Par contre, quand il y a une défaite, là, ils le prennent personnellement. Et pour éviter d'avoir la défaite sur le cœur, ils ont mal joué. Ils sont mauvais. Tu sais ce que je veux dire ? Dilution de responsabilité. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, il est sympa, ce principe, hein, franchement. Exactement. On se rend pas compte, mais ouais, il est là en permanence. Hein, c'est fou comment tout ce qui nous entoure, en vrai, c'est issu d'un mécanisme, tu vois, de persuasion. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, attends, je vais rajouter un truc sur le foot qui m'a fait assez rire. Les joueurs qui ont la même origine que l'arbitre, l'origine, pas nationalité, parce que c'est interdit nationalité, ils ont 10% moins de fautes. Ouais. Et ça a été fait sur des milliers. Hein. C'est pas étonnant. Ouais. Comme quoi, les arbitres, c'est difficile aussi pour eux de pas être influencés par les personnes. Et faut savoir que le principe d'unité, c'est pareil dans les relations personnelles. On va vers les personnes qui sont similaires à nous, tu vois. Pareil pour les amitiés. Et pour la famille, c'est logique. La famille, c'est l'unité la plus puissante qui existe. Tu vois ? Je pense, ouais, c'est bien que tu parles de ça, surtout par rapport aux idées, tout ça, parce que, au groupe d'amis, tout ça qui nous ressemble, parce qu'en fait, ça permet aussi de parler vite fait du principe de cohérence, tu vois. Ouais. En mode, quand tu te reconnais dans quelque chose, tu vois, dans une idéologie, par exemple, quand tu penses que t'es quelqu'un de très écologique, tout ça, qui se préoccupe beaucoup de la planète, tu vas plus être tenté de signer des pétitions, par exemple, pour des éoliennes, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, l'idée principale de ce concept, enfin de cette arme, c'est que les gens vont tendre vers des choix qui vont vers l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Du coup, c'est ça la cohérence. Et on a aussi
On a l'engagement. Ça me fait penser à ce que je t'ai parlé tout à l'heure avec le compliment dirigé. Ils vont s'identifier, par exemple, à quelqu'un qui a une personnalité, par exemple, généreuse. Et du coup, pour être en cohérence, comme tu avais dit tout à l'heure, bah, ils vont avoir plus tendance à avoir ce comportement. Bah, c'est ça. Et petite parenthèse que je fais, c'est en fait ça permet de créer l'amorçage pour utiliser et faire profiter ce biais. Parce que dans le livre de Cialdini, à un moment, ce qu'ils font, c'est ils font un bon amorçage où en fait, ils font signer une pétition à quelqu'un pour protéger la ville. C'était quelque chose de ouais, si vous signez, vous allez avoir plus une ville plus propre, tout ça. Du coup, les gens ils ont dit bah naturellement, moi j'ai envie que ma ville soit bête et tout, enfin soit belle et tout. Du coup, forcément, ça donne envie de signer. Du coup, on signe et en gros, ils parlent de l'engagement, du fait que quand on met un engagement sur écrit, du coup là la pétition, ça nous engage énormément. Et ce qui va se passer, c'est que plus tard, ils vont revenir vers la personne, ils vont lui dire ouais, est-ce que ça vous dirait de mettre un panneau publicitaire par exemple pour mettre en valeur notre ville ou l'écologie, ou faire des préventions pour les comment ça s'appelle, pour la sécurité routière, des trucs comme ça. Et en fait, on se rend compte que quand la personne a amorcé l'autre personne avec une pétition par exemple, je sais pas, par exemple pour la sécurité routière, et qu'après on va demander un panneau de sensibilisation pour la sécurité routière, et ben les gens vont beaucoup plus accepter, parce qu'en fait ils vont être cohérents avec leur signature. Ouais. En fait, qui ont signé et tout, ils sont engagés, et pour eux ils se voient comme des personnes responsables et qui sont particulièrement impliquées dans la sécurité routière. Du coup, il va y avoir beaucoup plus de chances que la personne accepte. Bah, l'inverse de la cohérence, c'est la dissonance cognitive, comme on avait dit tout à l'heure. Bah, c'est ça, c'est soit, du coup... Quand on n'est pas en cohérence, justement, avec ce qu'on veut, avec les idées qu'on renvoie. Genre, moi, j'ai telle idée, mais derrière, par exemple, moi, je suis écologiste, mais je roule avec un Hummer. J'en ai rien à foutre enfin, je ne fais rien pour l'écologie, je trie pas mes poubelles, tu vois, mais je suis pour l'écologie. Bah, c'est une dissonance cognitive. C'est ça, et les seuls moyens de répondre à cette dissonance, c'est soit le changement de comportement, en mode bon, bah, j'arrête de rouler avec un Hummer, ou soit la trivialisation du comportement, qui en fait, dire bah, vas-y, il y a plein de gens qui roulent, moi, à mon échelle, je vais pas polluer plus que ça. Ouais. En gros, c'est vraiment essayer de rendre ça moins grave, quoi, se déculpabiliser, on va dire. Dilution de responsabilité, encore une fois, hein. En plus. On dilue notre dilution d'impact, plutôt, sur... C'est ça. Et après, pour finir avec l'amorçage, il y a aussi le conditionnement, qui est beaucoup utilisé, notamment en politique. Est-ce que tu connais la technique du déjeuner ? Ouais, je crois. Tu crois ? Je crois, vas-y, explique. En gros, c'est très simple. C'est un politicien qui a une idée un peu, on va dire, hard, un borderline. Son but, ça va être que la majorité l'accepte et la vote. À l'Assemblée, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inviter plein de gens de cette Assemblée pour un dîner, un déjeuner. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est pendant ce déjeuner, le politicien va parler de ses idées. En mode, oui, moi, je veux faire ça, 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 même si c'est borderline. Et après, quand on regarde les votes, généralement, il y a plus de gens qui vont voter pour. Ok. Pourquoi ? C'est très simple. En gros, généralement, on associe le fait de manger à un plaisir. Sauf si on a des binge eating disorders, des problèmes de nutrition, tout ça. Ouais. Généralement, manger égale plaisir. Du coup, le fait de manger égale plaisir, pendant que une personne parle de ses idées, on va associer ses idées au plaisir. Parce qu'on est en train de manger. Ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, quand ensuite le politicien va reparler de son idée devant toute l'Assemblée, et ben là, hop, on va avoir un petit mécanisme qui va dire « Ah, mais... je me souviens, j'étais en train de manger, c'était une bonne sensation, je me régalais, j'avais beaucoup de plaisir. Du coup, franchement, je pense que je vais voter pour lui et tout, parce que je pense que c'est bien son projet. » Et en fait, c'est ça qui crée... Ça permet d'avoir plus de réussite. Exactement. Et que le conditionnement est dans pas mal de... Ça me fait rire parce que ça me fait un peu penser à une technique qu'on pourrait utiliser dans la drague aussi. On emmène une personne faire des choses qu'elle apprécie vraiment, pour laisser une image, tu vois, une empreinte positive, tu vois, au final. C'est une sorte de technique de manipulation. Chercher à savoir ce que la personne... Bon, c'est pas vraiment une manipulation, parce que ça fait plaisir aussi à la personne. Mais du coup, on a plus de chances, quand on offre des choses que la personne aime vraiment, on a plus de chances que ça fonctionne. Donc pour tous ceux qui veulent draguer, bah, essayez de savoir ce qui plaît à l'autre personne. Et en plus, norme de réciprocité,
elle t'est redevable moralement. Bref, tu nous parlais d'un dernier truc peut-être? Non, je pense que là, on a déjà bien fait le tour. Il y a encore d'autres concepts. Hein. Ouais, il y en a plein, mais franchement, on s'est dit... Mais je pense que là, on a fait un très gros tour. C'est ça, on a essayé de rendre ça accessible surtout. Ouais, une sorte de gros résumé avec des petites explications. C'est ça, mais j'espère qu'on n'a pas été trop long. Mais surtout, ouais, méfiez-vous de l'impulsivité, réfléchissez bien à tout ce qui vous entoure, à comment les gens ont... Prenez du recul avant d'acheter. Exactement, et surtout, si quelqu'un vous offre quelque chose et vous ne le connaissez pas, n'acceptez pas. C'est ça. Tout simplement. Bon, on passe à la dernière rubrique. Je pense qu'on va passer à la dernière rubrique. On va résoudre vos problématiques de vie ou répondre à vos questions. Exactement, ou questionner, c'est ça, hein, vos choix, vos problèmes, etc. pour essayer de mieux prendre une autre perspective pour le problème, en fait, tout simplement. Neutre, ouais. C'est ça. Exactement. On va essayer d'utiliser nos connaissances et de pas être biaisé par nos propres avis. C'est parti.